Merci évidemment Mathias de venir nous parler. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. D'abord, je voudrais un peu expliquer que ce témoignage, surtout d'expérience, aurait pu se situer sur plusieurs séminaires de l'École de Paris, mais il se fait dans la transformation numérique puisqu'il y a un lien très fort entre le numérique et la transition énergétique. Je pense que Mathias le soulignera. Et puis, dans une partie de ce qui est vu par Mathias dans les grandes entreprises, il y a particulièrement quelque chose qui m'avait étonné, c'est l'engagement que l'on ne voit pas forcément aussi évident des GAFAM, enfin en tout cas des grands acteurs numériques dans la transition énergétique. Et donc, c'est un des étonnements. Alors, il y a plein de choses, il y a plein de sujets. Je vais laisser Mathias expliquer tout ça, mais ces deux points-là me semblaient importants à rappeler. Évidemment, on va déborder largement le numérique, mais on y reviendra sur plusieurs aspects, à la fois parce qu'il y a un lien très fort et puis parce que les acteurs du numérique sont potentiellement problématiques en termes de transition énergétique et ils ne sont peut-être pas si à la ramasse qu'on le pense en France si souvent. Donc, merci encore à Mathias de venir témoigner aujourd'hui. Merci à l'École de Paris pour cette invitation et très heureux d'avoir cette opportunité de partage d'expérience et puis de pouvoir dialoguer ensemble par la suite. Peut-être quelques mots juste sur moi-même et puis sur finalement le point de vue que j'apporte sur le sujet brièvement décrit par Michel et Christophe. Donc mon nom c'est Mathias Lelièvre et je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé dans ma carrière à la fois dans le secteur privé, chez Total, chez Saint-Gobain et chez Engie, et également dans le public en France au sein de différentes administrations. Je vis aux États-Unis depuis 4 ans maintenant et je dirige en fait une des filiales du groupe Engie qui s'appelle Engie Impact, qui est qui est le bras de conseil en développement durable du groupe Engie. Et on travaille à travers le monde avec les plus grandes institutions, des corporates, des entreprises, des villes, des pays où on est amené à les aider en fait à comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire finalement en termes de transformation vers des modèles durables. En anglais, on parle de sustainability transformation. Comment est-ce qu'on peut les aider à mettre au point ces stratégies, à comprendre le type d'action qu'ils devraient prendre, le type d'investissement qui est à leur portée pour finalement réduire au maximum leur impact sur l'environnement, avec un très fort focus sur le carbone et l'enjeu du réchauffement climatique. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a un peu plus de 2300 employés au sein d'Engie Impact et on a vraiment des opérations à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe ou en Asie, notamment à Singapour et en Australie. Donc on a vraiment un point de vue assez global sur ce qui se passe dans ce monde assez passionnant du développement durable, où il y a une dynamique extrêmement forte et énormément de changements. Et vraiment aujourd'hui, pour moi, l'ambition, c'était de partager avec vous qu'est-ce qui se passe sur ce terrain de jeu-là, en fait, qu'est-ce qui se passe sur ce terrain de jeu-là du point de vue des entreprises, qu'est-ce qu'on observe notamment dans ce secteur spécifique de la tech et du digital, et essayer de vous brosser ce que j'observe depuis finalement le point de vue de mon entreprise Engie Impact. Peut-être juste pour problématiser d'abord un peu l'enjeu autour du réchauffement climatique et c'est important pour comprendre pourquoi finalement les entreprises s'en préoccupent. Je voulais juste rebrosser un peu le tableau, hein, donc vous l'avez sans doute tous en tête, hein, mais on a finalement un compte à rebours qui est lancé avec une échéance à 2050
d'avoir finalement à l'échelle globale suffisamment réduit et effacé les émissions de carbone pour pouvoir être à net zéro, ce qui nous permettrait de rester sur un scénario à 2 degrés ou en dessous de 2 degrés, ce qui est l'ambition de l'accord de Paris. Si on regarde ça, en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une assez mauvaise posture, hein. C'est-à-dire que d'année en année, pour l'instant, ça ne fait qu'augmenter nos émissions de carbone. Et on a finalement 7 années devant nous pour commencer à avoir cette tendance inversée pour qu'on ait encore une chance de rester dans ce scénario qui avait été dessiné à Paris en 2015 lors de la COP 21. Alors, pour vous donner aussi un ordre de grandeur, j'aime bien rappeler, aujourd'hui, en gros, en business as usual, si on ne change rien, on est plutôt à la fin du siècle sur un réchauffement de 4 à 7 degrés. Et juste pour se rappeler aussi que 4 degrés, c'est la différence de température moyenne entre aujourd'hui et la dernière ère glaciaire, donc dans l'autre sens. Donc 4-7 degrés, on peut se dire c'est pas beaucoup par rapport à nos variations saisonnières, mais en moyenne, en fait, c'est assez terrible en termes de bouleversement de nos écosystèmes et de bouleversement du monde tel qu'on le connaît, avec énormément d'incertitudes sur ce que ça veut, là où ça va nous conduire en réalité, hein. Moi, je pense qu'on est sur un enjeu qui est tout à fait en fait vital, hein, pour l'humanité. Et quelque part, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle des gouvernements, à l'échelle d'un certain nombre de stakeholders ou à l'échelle individuelle, ça donne un peu ce sentiment qu'on est tous en train de se précipiter gaiement vers le précipice, les yeux pas tout à fait bien ouverts, et il n'y a pas suffisamment de mouvement. On n'a quand même que 7 ans pour faire cette inversion de cette courbe d'émission de carbone, et on n'en prend pas du tout le chemin. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder le terrain de jeu des opinions politiques sur ce sujet pour donner un premier angle d'une problématique qui finalement n'est pas encore totalement stabilisée. Quand on regarde bien, on avait il n'y a pas si longtemps que ça à la Maison Blanche quelqu'un qui était en denial, hein, de l'enjeu climatique. On a une forme d'apathie quand on regarde un peu tout autour de nous. Il n'y a pas grand-chose qui bouge à la bonne vitesse. Et on commence à avoir un peu de fanatisme parfois aussi, hein, qui s'exprime sur ces sujets-là. Et donc finalement, on voit bien qu'on n'a pas encore une prise de conscience collective partagée finalement sur le bon niveau de priorité de cet enjeu pour le monde et pour l'humanité, et en tout cas pas de manière très homogène dans le monde. Alors il y a quelques changements évidemment récents qui semblent aller dans le bon sens, que ce soit les changements politiques aux États-Unis, les annonces de la Chine qui visent une neutralité carbone à l'échéance de 2060. Donc c'est des signaux qui sont plutôt encourageants. Mais on voit bien que si, voilà, en fonction de l'échiquier politique, si on a à chaque alternance finalement un changement de posture sur ce sujet, c'est qu'il n'est pas encore très ancré ou pas suffisamment ancré. Et évidemment, c'est une transformation assez massive dont on a besoin, hein, une transformation de modèle économique, une transformation des comportements. Et on a un enjeu de vitesse. Donc en fait, il faut aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un premier constat de voir à quel point finalement on a c'est pas un sujet qui est encore suffisamment ancré, me semble-t-il. Le deuxième sujet qui est intéressant, c'est finalement quand on regarde les postures de différents acteurs autour de comment est-ce qu'on va résoudre ce problème. Alors, vivant aux États-Unis, moi je vis plutôt du côté de l'Atlantique, dans lequel la solution passe souvent, ou en tout cas est souvent vue comme étant un sujet d'innovation. Donc on nous explique que la technologie va tout résoudre et que c'est donc par la technologie et la technologie seulement que tout doit passer. Remettre en cause un modèle de surconsommation ou un modèle de croissance, c'est pas trop la philosophie de ce côté de l'Atlantique.
De l'autre côté du spectre, on a des gens qui nous expliquent qu'en fait, eh bien, il faudrait renverser la table et changer tous les comportements et que c'est comme ça qu'on va y arriver. Dans la même veine, on a des appels à des gouvernances globales pour régir le prix du carbone. Alors, c'est tout ça, plein de bonnes intentions, mais des choses finalement assez peu réalistes quand on se dit qu'on a 30 ans devant nous pour vraiment atteindre cet objectif à 2050. Donc finalement, on voit bien qu'entre ces deux extrêmes, ça va évidemment, comme d'habitude, être un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il faut de l'innovation et il faut changer les modèles en même temps. Et c'est bien ça le défi qui est devant nous, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à investir massivement et miser sur le progrès, tout en agissant sur les comportements, ce qui demande évidemment de la régulation et de la conviction, ce qui revient à mon premier point qui était sur est-ce que c'est suffisamment ancré pour jouer sur les comportements. Et puis c'est quoi l'équilibre entre ces deux approches, sachant qu'au milieu de tout ça, évidemment, on a les libertés individuelles et nos systèmes démocratiques. Donc ça, c'est une autre dimension du problème, et ça, on la retrouve en fait dans tous les débats micro qu'on va avoir au sein des entreprises, puisque les questions qui vont se poser, c'est comment je dois investir, sur quelle technologie dois-je investir, à quelle échéance je dois investir, et ensuite on va aller sur des débats qui sont vraiment de l'ordre du comportement, comment est-ce qu'on va limiter les voyages professionnels, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, comment on le fait, etc. Donc on attrape cette tension entre les solutions purement techniques et miser sur l'avenir sans changer les modèles de comportement, et puis évidemment ces sujets comportementaux qui sont tout le temps au milieu des conversations que l'on peut avoir dans le cadre des actions qu'on est amené à faire auprès de nos clients. Et une deuxième dimension du vivre ensemble qui me paraissait intéressante d'évoquer, parce qu'elle n'est pas évidente celle-là, c'est l'enjeu des inégalités et le temps de l'action climatique. Et l'intersection avec l'enjeu des inégalités, c'est vraiment un problème difficile parce que le changement climatique, on le sait et c'est un fait, va impacter de manière démesurée les géographies et les populations qui ont le moins aujourd'hui, et essentiellement à cause des nations qui ont eu le plus. Et le problème que l'intersection entre les inégalités et le changement climatique pose, c'est que les inégalités, c'est fondamentalement un sujet horizontal, c'est un sujet de la répartition d'aujourd'hui qui efface, si on y met trop de focus, trop d'attention, la dimension temporelle des générations futures qui est propre au changement climatique. Et c'est un peu le propre du changement climatique, c'est pour ça que c'est un sujet passionnant et difficile, que c'est un problème totalement horizontal. Les actions de chacun ont un impact sur tous, et un problème éminemment temporel, puisque finalement les temps de latence caractéristiques sont de plusieurs générations. On parle quand même du temps long, quoi, hein, 2050, 2100, ça demande quand même de se projeter sérieusement loin dans un monde, que ce soit le monde politique ou le monde de business, qui sont plutôt des mondes court-termistes, quoi. Donc du coup, c'est ça le cœur du problème, et il n'y a pas vraiment de solution évidente à cette intersection, mais on le voit que que là aussi, ça définit une autre tension systématique des débats qu'on peut avoir, des actions quand on intervient auprès des entreprises, de se dire, mais finalement, qu'est-ce que je dois résoudre pour maintenant, cet enjeu du court-termisme et de mes stakeholders, donc la partie vraiment horizontale, et en quoi je dois intégrer finalement cette notion de se projeter dans le temps et à quelle échéance. Et là aussi, on voit bien que c'est un élément de tension systématique que l'on a dans les dialogues avec les décideurs au sein des entreprises. On voit bien que voilà, dans tout ça, on a tous un rôle à jouer à l'échelle individuelle, à l'échelle des individus, des gouvernements, des entreprises. Et aujourd'hui, moi, je voulais prendre un éclairage qui était celui des entreprises, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure en introduction. Ce
que les débats, en fait, sont très concrets, très vifs au sein des corporates sur la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour résoudre ce sujet, ce défi du changement climatique et de l'empreinte carbone des entreprises. Alors, dans un premier temps, peut-être vous donner quelques idées de ce qui se passe dans le monde des entreprises sur ce sujet du développement durable et de la problématique de la prise en compte du changement climatique. Et ensuite, je ferai le lien avec finalement l'enjeu digital, l'enjeu de la donnée et qu'est-ce qui se passe concrètement pour ces grands acteurs de la tech, les GAFAM, et comment ils ont pris ce sujet en main, qui est un éclairage sectoriel intéressant. Peut-être d'abord sur l'enjeu plus général de finalement comment ces entreprises réagissent, prennent en main ce sujet du développement durable et en quoi ça change par rapport à hier. Parce que finalement, ce n'est pas un sujet nouveau, me direz-vous. La responsabilité sociétale et sociale des entreprises, ce que les entreprises font en matière d'environnement, etc. Bon, pour être quand même là aussi assez factuel, pendant des années, voire des dizaines d'années, on avait des postures d'entreprise qui étaient quand même essentiellement, alors on appelle ça du greenwashing, mais c'était vraiment à la marge, quoi, hein. Je pense qu'il n'y avait pas forcément de mauvaises intentions, mais c'était pas du tout au cœur du sujet de l'entreprise que de se préoccuper de l'impact que l'entreprise avait sur l'environnement. C'était au mieux une fois par an pour un reporting annuel, dans l'interaction avec quelques stakeholders, des investisseurs financiers éventuellement, mais c'était quand même très léger, quoi. Et ça, en fait, ça a totalement changé. Ça a totalement changé depuis l'accord de Paris, je dirais, depuis 5-6 ans. Et la raison, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a changé, je vais revenir dans un instant, mais ça se manifeste de manière très factuelle. On a fait des analyses et des études pour essayer de mesurer ça, et ça se traduit notamment par, on a pris les données des entreprises qui ont pris des engagements climatiques, et on a essayé de faire l'analyse un peu dans le temps de comment ces engagements avaient évolué. Et donc on se rend compte en fait qu'en l'espace de 2-3 ans, on a 3 fois plus d'entreprises qui ont pris des engagements climatiques que sur l'ensemble des années précédentes. Ça, c'est un premier effet qui va bien avec l'accumulation de ce que vous devez entendre et voir, hein, des annonces de telle ou telle entreprise qui se dit vouloir devenir neutre en carbone à telle échéance, net zéro, suivant le vocable utilisé. Donc, le nombre augmente significativement. Deuxième statistique intéressante, c'est quand on analyse les engagements qui sont pris, l'intensité des engagements, là aussi, a été multipliée de manière significative entre ces 3 dernières années et la période précédente. Et du coup, maintenant, les types de réduction sur lesquels les entreprises s'engagent sont en adéquation avec les trajectoires attendues de l'accord de Paris. Donc là aussi, l'intensité est beaucoup plus importante que le passé. Et la dernière statistique qui, pour moi, est la plus importante, c'est l'horizon de temps à laquelle les entreprises projettent ces engagements a été réduit de ce qui était jusqu'ici en moyenne quelque chose de l'ordre de 20 ans à 8 ans en moyenne. Alors 8 ans, c'est intéressant parce que 8 ans, on commence à être dans des zones dans lesquelles les gens qui prennent ces engagements, en général c'est annoncé par les CEO des boîtes, ce genre d'engagement, il y a une bonne chance qu'ils soient encore là. Alors qu'avant 20 ans, c'était quand même un engagement pour les successeurs, et c'était assez lointain et ça contraignait assez peu le présent. Et ça, c'est un changement fondamental, parce qu'à 8 ans, on commence à créer de la accountability, comme on dit ici. Et donc ça me paraît être la statistique la plus intéressante. Donc on a vraiment des entreprises qui, d'ici 2030, doivent bouger, commencent à bouger, et donc c'est un des changements fondamentaux de la posture de ce sujet au sein de l'entreprise, ça devient un sujet d'action.
C'est un sujet qui demande des actions maintenant, parce que pour être au point d'ici 2030, les investissements à faire, c'est aujourd'hui. Les mesures et les programmes à définir, c'est aujourd'hui. Et donc, on voit bien qu'on a, c'est vraiment un changement fondamental qu'on a observé depuis 5-6 ans. Alors, pourquoi ça arrive maintenant? Nous, notre analyse, c'est qu'il y a vraiment deux tendances qui se rencontrent en réalité. La première tendance, c'est qui revient un peu d'ailleurs sur cet enjeu behaviors et innovation, c'est les progrès technologiques sont tels qu'on a aujourd'hui capacité à regarder des investissements qui font du sens dans un cadre d'entreprise. C'est vraiment moins cher d'acheter de l'électricité renouvelable d'origine solaire ou éolienne dans plein d'endroits du monde par rapport aux moyens qui préexistaient. Aujourd'hui, on a des entreprises qui signent ce qu'on appelle des corporate PPA, donc des accords avec des providers d'électricité verte sur 20 ans, avec des prix qui sont 2 fois moins chers que l'électricité classique qu'on prend sur le réseau. Ça, c'est des accords qu'on signe aux États-Unis. Il y a des prix qui sont publics dans des pays comme le Mexique, l'Inde, le Middle East, où c'est moins cher en fait. Donc finalement, ça change quand même un tout petit peu le paradigme d'avoir un certain nombre de technologies qui maturent et qui du coup deviennent accessibles et économiques. Donc évidemment que les entreprises ne sont pas devenues vertueuses du jour au lendemain et que si tout coûtait plus cher, elles feraient ces investissements. C'est qu'elles s'y retrouvent aussi d'un point de vue financier. Donc ça, alors évidemment, c'est pas partout pareil dans le monde, pas avec la même maturité. Si on est en Europe, c'est pas la même chose que si on est dans d'autres zones du monde, etc. Mais fondamentalement, on a une tendance des technologies dont on a besoin, des technologies renouvelables, des technologies de stockage, des technologies de mobilité verte, des technologies d'hydrogène vert, etc., qui sont des technologies qui continuent de voir leurs coûts baisser. Et donc, l'accès à ces technologies pour les entreprises devient des objets qui font du sens dans un monde économique avec des mécanismes dans lesquels la décision est prise sur des logiques de prix et d'avantages économiques très, très visibles et très réels. Ça, c'est une première évolution qui fait que ça bouge. Et c'est pour ça que ça bouge. Il y a une deuxième qui est tout à fait réelle, qui est là la pression plus comportementale de société, qui consiste à dire, que ce soit depuis des militants comme Greta Thunberg, des investisseurs comme Larry Fink, qui écrit au CEO tous les ans en disant « Attendez, les gars, en fait, c'est un sujet sérieux maintenant, donc il va falloir s'y mettre sérieusement », ou même un sujet des questions posées par les équipes en interne. C'est un sujet pour lequel la pression augmente de partout. Et tous les dirigeants s'en rendent compte, que ce soit, et ça pose des questions fondamentales, que ce soit des clients, que ce soit des investisseurs ou que ce soit des talents, de se demander, mais alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sérieux sur ce sujet? Montrez-moi que vous êtes sérieux. Et donc, c'est ces deux tendances en même temps qui font que le sujet est pris de manière totalement différente par rapport au passé. Je pense que le point que je faisais sur le côté économique de cette transformation, nous on appelle ça une transformation, sustainability transformation, transformation vers des modèles durables. Il faut vraiment le voir comme une transformation, et on fait souvent un parallèle d'ailleurs avec transformation digitale qui était sur les lèvres de tous les CEO et qui le sont encore d'ailleurs depuis quelques années, qui recouvre des réalités très différentes suivant les entreprises. Mais c'est cette idée fondamentale que c'est un sujet à 360, un sujet sur lequel on doit toucher à plein de leviers en même temps, redéfinir sa supply chain, redéfinir ses opérations industrielles, redéfinir la manière dont on parle à ses clients, redéfinir la manière dont on imagine ses produits et ses services. On voit bien que c'est un sujet de type transformationnel. Et l'idée de dire que cette transformation peut être économique, c'est un changement de paradigme fondamental parce que depuis des années, on nous explique que ça coûte plus cher quand même. C'est fondamentalement toujours un sujet vu comme étant un sujet ça va coûter beaucoup plus cher.
Et c'est jamais vu comme un sujet d'une transformation qui potentiellement pourrait avoir des bénéfices économiques mesurables si on se donne la peine d'essayer de les chiffrer. Donc voilà, donc cette bascule vers l'action, cette logique de transformation, c'est ce qu'on observe vraiment au sein des grandes entreprises avec lesquelles on travaille. Dans une bascule où on arrête de parler seulement de risques, mais aussi on parle d'opportunités. Alors, il y a une conséquence très pratique de la manière dont ça se traduit, dans la manière dont les entreprises prennent cet objet, qui est que c'est un sujet qui devient un sujet stratégique et c'est un sujet qui fait l'objet d'interactions avec les dirigeants d'entreprise. C'est une conversation au C-level, comme on dit, donc au niveau des comités exécutifs des entreprises, au niveau des boards, alors que jusqu'ici, honnêtement, ces sujets de transformation, de transition énergétique n'étaient pas des sujets qui étaient pris à ce niveau-là. C'est des sujets techniques. Nos interlocuteurs classiques chez Engie n'étaient pas du tout au C-level de nos clients. Maintenant, c'est le cas. Peut-être quelques exemples là-dessus qui sont intéressants. Déjà, Engie en lui-même, en tant que grande entreprise, a fait ce travail. Alors ça a commencé, je me rappelle, par un appel d'Isabelle Cocher, qui était la CEO à l'époque d'Engie, en août 2019, qui m'appelle et qui me dit, voilà, il faut qu'on lance un programme de transformation du groupe pour pouvoir se transformer et devenir neutre en carbone. Alors pour un énergéticien comme Engie, je vous laisse imaginer le type de chantier dont on parle. Et finalement, on a eu énormément d'interactions avec ce comité exécutif du groupe, avec également l'interaction avec le board du groupe, à nouveau après les changements à la tête du groupe Engie, avec Catherine McGregor, la nouvelle CEO d'Engie, avec son comité exécutif. Il y avait vraiment des dizaines et des dizaines d'heures passées en comité exécutif pour comprendre de quoi on parle, c'est quoi les leviers, qu'est-ce que ça veut dire pour notre business model. Et c'est quand même pas tout à fait des petits changements dont on parle. Hein. Quand on est un groupe énergétique qui a construit pendant des années des usines de production d'électricité à base de gaz ou de charbon, on parle quand même d'un changement de business model en fait. Hein. C'est un changement, c'est un virage stratégique dont on parle. Et finalement, vous l'avez peut-être suivi, mais Catherine McGregor a annoncé les ambitions du groupe Engie en mai, il y a un mois à peu près, qui sont les ambitions les plus fortes du secteur de l'énergie, hein, avec une neutralité carbone à 2045 sur tous les scopes, comme on les appelle, scope 1, scope 2, scope 3, d'émissions de carbone, avec des actions à court terme pour se mettre en cohérence avec les accords de Paris d'ici 2030. Et ça veut dire un certain nombre d'actions assez fortes. Donc, ça veut dire qu'on arrête des usines, ça veut dire qu'on arrête de faire des investissements dans un certain nombre de technologies et qu'on inverse le business model pour mettre finalement tous nos investissements sur du renouvelable, sur des services pour gagner de l'efficacité énergétique, etc. Donc, ce ne sont pas des petites transformations dont on parle. Un autre exemple qui est intéressant, qui est assez récent, on a accompagné en tant qu'Engie Impact Netflix. Et Netflix, en fait, ils étaient très en retard, ils n'avaient rien fait. Et ils se sont réveillés en 2020 et en regardant un peu le secteur de la tech, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à la bourre, qu'ils n'avaient pas du tout avancé sur ces enjeux de sustainability et qu'ils commençaient à avoir les mêmes questions des investisseurs, de leurs utilisateurs sur qu'est-ce que ça veut dire de regarder Netflix par rapport à l'empreinte carbone. Qui évidemment, en temps de Covid, vous avez sans doute suivi ça, mais Netflix était un de ces acteurs qui a énormément explosé le nombre d'utilisateurs, etc., parce que les gens regardaient des séries télévisées depuis chez eux. Michel, J'ai une question. Ouais, dis-moi, Michel. Est-ce que Netflix produit beaucoup de CO2? Alors Netflix, c'est une petite empreinte. Hein, quand tu regardes Netflix, ils doivent produire un peu moins de 2 millions de tonnes. Donc c'est de manière annuelle. Donc c'est une petite empreinte. Hein. Pour vous donner l'ordre de grandeur, hein, Engie, c'est 240 millions de tonnes par an. Donc voilà, vous voyez bien que c'est pas du tout comparable en termes d'efforts. Et si on prend un chiffre macro,
les émissions liées à l'homme, c'est à peu près entre 40 et 50 milliards de tonnes par an. Donc ça reste petit. Ceci étant, ils voulaient quand même bouger vite. Et donc, ils nous ont demandé de l'aide et on a mis en place tout leur programme qui va leur permettre d'annoncer, qu'ils ont annoncé en fait il y a quelques mois maintenant, où ils vont être neutres en carbone en 2022 et ensuite mettre en place tout un tas de leviers pour pouvoir continuer à croître tout en limitant leurs émissions. Ce qui est intéressant avec des acteurs comme le monde de la tech, c'est des acteurs en forte croissance. Et donc, ça pose vraiment fondamentalement cette question de non seulement à un moment donné de ramener le stock à zéro, mais de pouvoir imaginer sa croissance et de la décorréler de ses émissions de carbone. Et évidemment, c'est là où c'est compliqué, c'est là où c'est difficile. Et donc, on les a accompagnés pour comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient le faire, et surtout où ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des domaines où la mesure même de quoi parle-t-on quand on parle d'émissions de carbone de Netflix, c'est compliqué. Parce qu'on doit compter l'énergie consommée par le téléviseur de l'utilisateur qui est en train de regarder Netflix. Où est-ce que ça s'arrête en fait, cette affaire? Donc là aussi, on a tout un tas de travaux qu'on a dû faire avec des experts pour se donner une bonne idée de où ça commence, où ça s'arrête. Donc on a fait le travail avec eux et d'ailleurs ils ont nommé leur première Chief Sustainability Officer qui répond directement à Reed Hastings, le CEO. Et en fait, c'est une des collaboratrices d'Engine Impact qui est partie prendre ce job. Donc on a une de nos collègues qui maintenant est chez Netflix. Donc voilà, c'est vraiment des sujets de C-level, l'interaction avec les CEO, avec les exécutifs pour réussir à comprendre comment tout ça s'intègre par rapport à la stratégie d'entreprise. Une fois de plus, c'est le côté 360 qui est très difficile. Et après, l'autre objet de difficulté, c'est comment est-ce qu'on traduit une ambition, comment on construit une ambition entre ce qui doit être du bottom-up et du top-down à un moment donné, dans des organisations complexes qui peuvent avoir des opérations dans le monde entier. Et ensuite, comment on se donne les moyens de traduire ces ambitions et ces targets que l'on se donne de réduction ou d'effacement de son empreinte carbone pour faire redescendre au sein des organisations. Et là, ça appelle finalement à des changements assez dramatiques aussi de gouvernance d'entreprise, puisqu'on voit bien que c'est une nouvelle métrique que l'on met dans le système d'entreprise sur laquelle on veut que les gens les acteurs ensuite aillent optimiser ce nouvel indicateur. Donc là, ça fait partie des objets vraiment de changement de gouvernance et de transformation qu'on est amené à traiter quand on est sérieux sur ce sujet. Le point qui est intéressant dans tous ces dialogues, évidemment, c'est le rapport à l'incertitude et au temps. Puisque finalement, la première question qu'en général nous pose un acteur, c'est est-ce que je ne ferais pas mieux d'attendre? Les technologies sont quand même pas toutes matures, ça dépend des endroits. Et puis, est-ce qu'il y a vraiment une vraie valeur à être un leader? Ou est-ce qu'il vaut mieux suivre et être un fast follower, être le deuxième finalement qui suivrait celui qui ferait les frais de prendre le lead sur cette transformation? Ça pose aussi des attitudes par rapport aux régulateurs. Alors, un des exemples intéressants, on travaille beaucoup dans le secteur minier. Alors, vous me direz, c'est quand même étonnant que les miniers se mettent à faire du développement durable. Mais en réalité, ils bougent extrêmement vite. C'est impressionnant. Et en réalité, mon interprétation, même si elle n'est pas formulée comme ça, mais je pense que c'est des acteurs qui prennent en compte c'est des acteurs qui dépendent énormément du régulateur, puisque leur permis d'exploitation vient forcément d'une autorité et finalement leur capacité à se montrer bon élève sur le changement climatique et sur les émissions de carbone, ils le voient à la fois de manière positive comme leur permettant d'avancer pour eux-mêmes parce qu'ils ont aussi la pression de leurs investisseurs, etc., comme les autres. Mais d'autant plus qu'avec ce poids du régulateur, je pense qu'ils anticipent le moment où le régulateur va leur dire ton permis minier, tu ne l'auras que si tu es capable de démontrer que tes opérations sont neutres en carbone. Et là, on a fait des missions pour Vale en Nouvelle-Calédonie qui voulaient finalement avoir une bonne perspective sur ce que ça voulait dire pour leur site minier
dans le cadre des investissements. On travaille aussi avec Rio Tinto ou Anglo American qui sont sur des mêmes sujets, et c'est des investissements de maintenant, parce que là aussi, on est dans les temps longs pour ces acteurs-là, et quand ils disent qu'ils veulent 6 mines neutres en carbone en 2030, ça veut dire qu'il faut investir aujourd'hui sur du renouvelable, des chaînes de valeur hydrogène pour pouvoir transformer des grands camions miniers avec des approvisionnements en Green H2, etc., etc. Donc on a là des plans d'action extrêmement concrets, précis et des milliards mis sur la table pour faire cette transformation. Et évidemment, là aussi, ils ne le font pas simplement parce qu'ils ont la pression, ils le font parce qu'ils veulent trouver des modèles économiques à ces investissements. Et donc, on est amené à les aider à comprendre ce qui est possible, quels sont les meilleurs endroits pour investir, par où commencer, sur quoi on investit, quelles sont les technologies, etc. Donc ça, c'est un deuxième angle de pourquoi ils sont amenés à bouger aussi vite et aussi fort dans un secteur particulier qui est celui du monde minier. Et évidemment, cette complexité des technologies non stabilisées, d'opérations dans des cadres régulatoires extrêmement divers dans le monde, c'est la source de complexité qui fait que les entreprises sont amenées à faire appel à des gens comme nous et d'autres, évidemment, on n'est pas les seuls, pour les aider à comprendre mais de quoi parle-t-on, par où commence-t-on, est-ce que ça fait du sens par rapport à la stratégie, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer. Alors, les leviers d'action dans tout ça, ils sont connus, c'est des leviers, donc, comme on disait, technologiques, de l'efficacité énergétique. Nous, on fait des programmes dans le monde industriel où on a encore des leviers de l'ordre de 15 à 30% d'efficacité énergétique. Et là, c'est autant de dollars en moins à payer sur les factures. Donc, les business économiques, les modèles économiques sont là. Du renouvelable, évidemment. Donc, c'est toute l'explosion du renouvelable avec ces fameux corporate PPA, ces accords que les entreprises font directement avec des pourvoyeurs d'énergie renouvelables. Et là, on a vu une explosion de ce type de contrats qui sont passés de 12 gigas en 2018 à plus de 25 en 2020. Donc, ça a doublé en 2 ans avec du solaire et de l'éolien. Et donc, ça, c'est un deuxième levier. Et puis ensuite, on a tous les autres leviers, les leviers de mobilité. Quand un acteur comme Amazon travaille avec nous en disant « Moi, j'ai besoin de faire passer mes flottes sur des modes de mobilité verte, sinon je ne vais jamais y arriver avec mes engagements carbone. » Que ce soit sur de l'immobilier. On a fait des missions intéressantes pour un acteur qui se posait la question, une banque européenne qui se posait la question avec le passage au travail à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue carbone pour mes émissions? Est-ce qu'on consomme moins? Est-ce qu'on émet moins de carbone quand on a des travailleurs qui travaillent depuis la maison plutôt que depuis le bureau? Donc, ils se posaient cette question pour savoir ensuite, en sortant de cette crise du Covid, comment ils devaient prendre en compte le travail à la maison pour la question de leur empreinte carbone. Et puis, un des derniers leviers qui est un levier plus ou moins contesté, c'est celui de ce qu'on appelle les offsets, donc les compensations, qui consistent finalement pour les entreprises à investir dans des solutions de conservation ou de restauration de la nature, de la forêt, des marais, des mangroves, ou des solutions technologiques qui ne sont pas forcément matures aujourd'hui d'ailleurs, avec l'enjeu d'avoir un investissement qui soit mesurable. On est capable de tracer de manière transparente et de manière additionnelle le fait que ça va effectivement retirer du carbone et donc venir en moins de l'empreinte ou des émissions qui sont liées à nos opérations. Et donc, c'est tous ces leviers-là, en fait, qu'il faut réussir à mettre ensemble dans une stratégie qui fasse du sens et dans le temps. Parce que une fois de plus, ces technologies ne sont pas toutes matures de la même manière, au même moment, au même endroit. Le point aussi qui est intéressant dans cette transformation, c'est évidemment les leviers de gouvernance, mais le levier de la mesure. Et là, on commence à tomber dans le monde du digital. C'est que pour réussir à mettre en musique cette transformation dans le champ de l'entreprise, il faut mesurer de quoi on parle. Et là, on se rend compte que l'accès à la donnée, en fait, est un problème extrêmement compliqué pour les entreprises, parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude ou pris l'habitude de faire ces mesures. Il y a des données évidemment d'ordre transactionnel, des données, des factures qu'on paye aux utilities pour avoir des données de consommation. On a des données opérationnelles, où vraiment où est-ce qu'on consomme dans mon usine, à quel endroit, qu'est-ce que ça veut dire
etc. Des données de supply chain, quand on commence à essayer de mesurer l'empreinte carbone de ce qu'on achète à nos fournisseurs. Et puis toutes les données comportementales, donc des systèmes de voyage, des flottes, des usages de flotte, comment est-ce que les salariés viennent au bureau. Tout ça doit être pris en compte lorsqu'on fait une mesure de son empreinte. Et donc là, en fait, on a tout un univers de complexité où il faut réconcilier plein de données qui viennent de partout et puis les homogénéiser et donner à voir cette empreinte carbone. Alors jusqu'ici, les entreprises, les très grandes en tout cas, le faisaient de manière annuelle, un peu en mode une photo, qu'on était capable de donner à voir à nos stakeholders, à nos investisseurs de manière annuelle. Et maintenant, la question, c'est comment est-ce que je peux avoir un objet un peu plus dynamique, quoi. Nous, quand on parle aux entreprises et à nos clients de ces enjeux de mise sous contrôle de la donnée et des systèmes qui permettent d'informer ces décisions dont on vient de parler, on dit, voilà, we need to manage cash like we manage carbon. On doit vraiment commencer à manager le carbone de la même manière qu'on manage le cash en entreprise et la finance d'entreprise. Et là, on voit bien qu'en faisant cette comparaison, on ouvre un champ assez large. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de système d'information? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'écosystème, de normes, de contrôle, d'audit, de conseils, etc. Et c'est un monde qui est beaucoup moins mature, évidemment, que celui de la finance. Si vous voulez, on a des clients comme Starbucks aux États-Unis. C'est quand même 23 000 sites dans le monde, plus de 8 000 aux États-Unis. Ça n'arrête pas de bouger. Ils ne sont pas forcément en prise avec l'ensemble de leur consommation parce qu'ils sont en location d'un certain nombre de leurs sites et pas forcément propriétaires. Et en même temps, ils ont des engagements extrêmement forts, renouvelables. Et donc, on est amené à vraiment les aider en pluguant tous ces systèmes à comprendre où est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils consomment plus, où est-ce qu'ils pourraient agir plus vite, c'est quoi les leviers entre de l'efficacité, du renouvelable, de l'offset, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et à quel moment, etc. Et donc, on voit bien que là, on a tout un champ digital qui est une des activités cœur d'Engine Impact pour les aider à faire ça. Et évidemment, il y a d'autres acteurs qui font la même chose. Alors, une fois qu'on mesure, qu'on a mis ça sous contrôle, ce qui est intéressant, c'est toutes les questions qui se posent pour vraiment décliner ces objectifs de manière opérationnelle au sein de l'entreprise. Et là, on voit bien qu'on commence à rentrer dans des sujets qui sont un peu compliqués. Mais par exemple, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte, une fois qu'on a une mesure qui est fiable, qui carbone, comment est-ce qu'on fait en sorte que les incentives, que les systèmes d'incentives des managers soient pas seulement sur le résultat financier, mais sur le résultat carbone. On peut avoir des systèmes qui permettent après au quotidien de faire des arbitrages entre si je fais ça, ça donne ça en dollars, mais ça me donne ça en carbone. Est-ce qu'on est capable de donner ces outils-là pour que les actions de terrain aient lieu? Ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on regarde la performance de manière générale, que ce soit des individus ou des entités opérationnelles, entre des budgets financiers, mais aussi des budgets carbone. Alors, il y avait déjà des outils qui existaient avant, des prix internes du carbone, par exemple, pour essayer de comprendre la sensibilité d'un investissement à des hypothèses d'un prix carbone qui viendrait un jour dans un système régulé. Mais là, on vient ajouter des dimensions supplémentaires dans des logiques de budget carbone, par exemple. On a des missions en ce moment qu'on fait dans le secteur bancaire, de manière intéressante, le secteur financier qui se met à bouger, sur finalement qui se rendent compte que leur système de mesure habituel n'est pas du tout suffisant pour mettre sous contrôle leurs investissements. Et eux, évidemment, ils regardent leur risque de créer des investissements sur lesquels ils emportent du risque carbone tel que ça va devenir invivable d'ici 5-10 ans. Et du coup, ils essayent de mieux comprendre la sensibilité de leurs investissements à ce risque carbone. Donc là, typiquement, on voit bien que même des acteurs financiers comme ça commencent à bouger et c'est une transformation qui, évidemment, ne fait que commencer. Alors, tout ça, vous me direz, du coup, mais en gros, c'est un sujet que pour les grandes entreprises, quoi. En gros, ça veut dire que quand même, il faut mettre
de la mesure sur des sujets d'une complexité inouïe, et donc c'est finalement un sujet de très grande entreprise. En fait, c'est évidemment plus compliqué pour les très grandes entreprises parce qu'elles ont un footprint extrêmement large, extrêmement varié, extrêmement complexe et diffus. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas prendre des shortcuts et le faire à l'échelle de plus petites entreprises. Nous, on a fait l'exercice à l'échelle de mon entreprise, NG Impact. Donc, c'est 2000 personnes dans le monde des services, hein, pour vous donner une idée de ce qu'on est. Et l'ensemble, et en gros, nos émissions, c'est à peu près 7000 tonnes de carbone par an, essentiellement liées à du travel, du commuting, donc comment est-ce que les employés se rendent au bureau, et puis du digital. Et donc, le fait qu'on utilise beaucoup de services digitaux et donc la consommation qui est liée au cloud, qui en fait est un petit tiers de notre empreinte. Et en fait, on a réussi à mettre ça sous contrôle et à réduire, à la fois en mettant sous contrôle notre empreinte immobilière et nos business travel. Et ensuite, on achète des offsets de qualité pour pouvoir effacer notre empreinte carbone. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur de prix, hein, ça coûte entre 10 et 20 $ la tonne de carbone pour effacer une tonne de carbone. Et donc, voilà, on est sur des investissements qu'on est capable de justifier parce qu'on a de l'autre côté fait des savings en dépensant moins d'argent sur notre parc immobilier ou dans les avions. Là, typiquement, un exemple sur une entreprise de taille plus modeste qu'un très grand groupe. Peut-être pour finir, parce que je vois l'heure qui tourne, sur le secteur de la tech, plus particulièrement, qu'est-ce qui se passe dans ce secteur? Alors déjà, il y a un maquis d'annonces. Vraiment, quand on regarde tous ces grands acteurs de Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Netflix, Salesforce, Apple, etc., qui recouvrent des réalités opérationnelles vraiment très différentes. Hein. Donc là, il faut vraiment faire attention à de quoi on parle quand un acteur clame une neutralité carbone ou être net zéro. Parle-t-il de ses propres opérations ou de ses opérations plus l'ensemble de sa supply chain? Donc là, on voit bien qu'on a tout un tas de subtilités qui demandent à regarder les choses avec détail. Mais en gros, ils ont tous pris une posture extrêmement active. Hein, Microsoft, carbone négative by 2030. Donc là, ils disent carrément qu'ils vont investir plus sur des technologies qui permettent d'absorber plus de carbone que ce que leurs opérations produisent. Ils sont même allés plus loin, Microsoft, puisqu'ils ont dit qu'en 2050, ils auraient tellement investi dans des technologies et des solutions qui absorbent du carbone qu'ils auraient effacé finalement l'ensemble de leur historique d'émissions de carbone depuis qu'ils ont été créés. Donc voilà, les entreprises redoublent de créativité pour annoncer qu'ils sont meilleurs que leurs petits copains quand il s'agit de l'enjeu de la prise en charge du réchauffement climatique dans leurs opérations. Google se dit neutre en carbone depuis 2007, 100% renouvelable depuis 2017. Et maintenant, la nouvelle frontière pour Google, alors Google c'est 12 millions de tonnes. Hein. Tout à l'heure on parlait de Microsoft, c'est 16 de manière annuelle. Et donc Google, ils disent qu'ils vont d'ici 2030, ils vont aller plus loin par rapport à leur ambition renouvelable, dans le sens où ils vont essayer de faire ce qu'on appelle du matching 24/7, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer d'aligner en permanence leur consommation et la production renouvelable. Et là, vous imaginez comment ça va être compliqué, parce que tout ça, il y a des pics de conso, etc. Ça dépend des moments de la journée, des saisons, etc. Et donc, ils commencent à essayer de regarder comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça d'ici 2030. Facebook, évidemment, disent qu'ils sont 100% renouvelables. Alors, si on regarde en réalité, c'est sur leur scope 1 et 2, donc vraiment leurs propres opérations, tout ce qui est lié à leur supply chain. Là, c'est pour un engagement pour 2030. Amazon qui était un peu en retard, mais Amazon c'est un peu compliqué parce qu'ils ont quand même toute la partie logistique. Donc là, on parle déjà de plutôt l'ordre de 50 millions de tonnes, hein, donc c'est quand même déjà un acteur qui émet beaucoup plus. Eux, ils veulent être net zéro d'ici 2040, 100% renouvelable d'ici 2025, 50% de toute leur logistique qui bascule en net zéro d'ici 2030. Donc voilà, donc on voit bien que tous ces acteurs, Netflix 2022, SAP 2023, Salesforce 2022, enfin voilà, tous ces acteurs-là ont un certain nombre d'engagements
et des actions réelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ils sont allés aussi vite et pourquoi finalement, quelle mouche les a piqués pour prendre cette posture où ils sont quand même, c'est le secteur le plus en avance, honnêtement, quand on regarde ce monde du changement climatique et de la prise en compte du changement climatique par les entreprises. Alors déjà, c'est des petits émetteurs. Hein. Michel le pointait de sa question. C'est plutôt des petits émetteurs quand on regarde quand on prend un pas de recul. Donc quelque part pour eux, même si au jour J, ça leur demande des investissements plus importants que les autres, ça reste gérable pour des acteurs comme eux. Le vrai enjeu pour la tech, c'est la croissance et la problématique de la croissance. Aujourd'hui, la manière dont ils font ça, en gros, hein, il y a deux pieds. Ils investissent massivement dans du renouvelable. Donc, en gros, ils font des corporate PPA un peu partout dans le monde pour alimenter leurs opérations avec du renouvelable. Donc, ça, c'est un des leviers. Et puis, ils achètent ces objets de compensation, d'offset, un peu partout dans le monde pour restaurer ou pour protéger typiquement de la forêt, de la mangrove, des marais, etc. Donc ça, c'est les deux leviers sur lesquels ils agissent. Tout ce qui est lié à de l'efficacité, je dirais qu'ils ne sont pas encore tout à fait là. Et quand on les connaît bien, tout ce qui est lié vraiment à changer les comportements internes d'entreprise, je pense qu'ils ont encore pas mal de travail à faire. Donc aujourd'hui, en fait, ils ont pris une posture qui était de dire, pour nous, c'est un risque plus important que pour les autres. On a par ailleurs un avantage à montrer qu'on est comment on dit en français, qu'on est positif et en avance sur le sujet climatique parce que ça nous permet de promouvoir un certain nombre de solutions technologiques qu'on vend, typiquement le passage au cloud, sur lequel ils se font tous forts de montrer qu'ils sont en capacité en fait à réduire l'empreinte carbone d'un client en le convainquant de passer sur du cloud computing. Et donc là, on a aussi un avantage commercial en fait, hein, qu'ils ont théorisé. Et puis du coup, ils ont cette posture par rapport à la problématique du début où j'indiquais qu'on passe plutôt par des enjeux technologiques ou des enjeux de comportement. Les acteurs de la tech, eux, ils misent sur l'innovation et que l'innovation évidemment. Et donc, c'est tous ces enjeux d'aller des premiers early adopters de nouvelles technologies. Par exemple, c'est le cas d'Amazon sur des sujets de mobilité hydrogène verte, vraiment à l'échelle. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un petit pilote quelque part, c'est 50% de leur flotte américaine basculée. Hein. Ou alors sur les sujets de data center qui aujourd'hui dans le monde représentent quand même 2%. Hein. L'ensemble du monde des data centers, l'empreinte carbone, c'est 2% des émissions globales. C'est l'équivalent du trafic aérien, pour vous donner l'ordre de grandeur. Et c'est censé passer à 7% si on ne fait rien. Ça, c'est un enjeu aussi qui a été vu. Et donc là, ils essaient de se positionner sur des nouvelles technologies pour que les data centers soient neutres en carbone. Et on a même des régions dans le monde dans lesquelles ça devient un enjeu pour lesquels les gouvernements agissent. C'est le cas à Singapour, où il y a un moratoire qui a été mis en place en disant on arrête d'installer des data centers à Singapour, sauf si vous me prouvez qu'ils sont neutres en carbone. Et là, du coup, on aime nos clients dans ce cadre-là. Donc en fait, ces secteurs de la tech, ils sont en avance, ils vont plus vite que les autres. Ils y ont vu un intérêt technologique. Clairement, ils étaient prêts à payer parce qu'ils n'émettaient pas tant que ça. Et maintenant, ils poussent les feux sur l'innovation pour les aider à gérer la croissance et à décorréler leur croissance de leur empreinte carbone, qui est l'enjeu pour eux des 10 prochaines années. Donc voilà un peu le paysage de ce qu'on voit sur ces grands acteurs de la tech. Voilà, quelques mots pour finir, parce que je pense qu'on est à l'heure. J'espère que ça vous a intéressé d'entendre cette expérience de ces grandes entreprises qui prennent à bras-le-corps cet enjeu. Pourquoi ils le font? L'enjeu, une fois de plus, qui est un enjeu de vitesse. Les effets d'entraînement qui peuvent être énormes entre ces grands acteurs et leur chaîne de valeur. C'est un sujet que je n'ai pas forcément abordé, mais c'est un sujet clé.
Et puis le rôle des États dans tout ça, que je n'ai pas abordé non plus, mais qui est un sujet intéressant dans le monde post-Covid. Et on aura besoin de régulation à la fin des fins pour forcer à aller plus vite. Et on voit bien là, on a encore des équilibres devant nous qui ne sont pas encore bien définis entre le rôle des acteurs privés et le rôle des États. Et je m'arrête là peut-être pour qu'on puisse dialoguer plus avant. Merci, c'est parfait comme timing. Donc, vous pouvez maintenant envoyer par le chat un message plutôt à moi en disant résumons votre question ou mettant simplement question et je vous passerai la parole sans faute. Patrice Simounet. Bonjour et merci beaucoup. C'était passionnant. Depuis les accords de Paris, on parle beaucoup des ODD, des objectifs de développement durable, à partager comme vocabulaire, voire comme grammaire commune des grandes, des petites entreprises, des États, etc. Vous en avez très peu parlé de l'impact de Global Compact et de son produit, les ODD. Vous y faites référence, vous en servez? C'est dans un autre monde que vous? Alors, ça existe de la même manière qu'il y a les objectifs de l'ONU, du développement durable, etc. Donc, il y a tout un tas de vocabulaire, en fait, et de grammaire, effectivement, communes qui ont essayé d'être déployées pour qu'on puisse parler des mêmes objets un peu de la même manière. Nous, ce qu'on voit, c'est que le besoin de normalisation et de référentiel commun sur l'enjeu des émissions carbone est encore un sujet qui a besoin d'être avancé. Donc, ce qui est assez bien défini, c'est comment est-ce qu'on mesure ces fameux scope 1, scope 2 et scope 3 d'émissions carbone des entreprises. Ça, c'est assez bien cadré. Alors, sur scope 3, il y a encore des objets qui pourraient bouger, mais il y a tout un tas d'autres besoins de normalisation. Alors, il y a une norme ISO qui est en cours de préparation sur cet enjeu de et c'est quoi la neutralité carbone? Est-ce qu'on peut parler de neutralité carbone? Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise de se dire neutre en carbone pour essayer de continuer à donner un langage commun aux entreprises? Mais on est encore, je dirais, on n'est pas encore au niveau de maturité dont on a besoin pour qu'on puisse se comprendre, parler la même grammaire. Enfin voilà, quand on fait ce parallèle avec le monde de la finance, en disant faut que ce soit géré de la même manière, on voit bien qu'on a besoin de standards d'accounting, de comptabilité, pardon, qui est de la même nature en fait, hein, et on n'est pas encore tout à fait à l'équilibre là-dessus. Et pour vous, une norme ISO, ça peut faire avancer les choses? Ce serait utile, ouais. Alors, les pays travaillent là, hein. Alors, surtout pour définir, mais qu'est-ce que ça veut dire être net zéro en fait, cette notion de neutralité? Comment est-ce qu'on définit ça? Bien repositionner les leviers les uns par rapport à les autres. C'est un peu le Far West quand même pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réclament net zéro en ajoutant des choses qui ne devraient pas être ajoutées. Enfin voilà, il y a quand même un tout petit peu de ménage à faire. Donc ce serait utile probablement d'avoir effectivement un peu plus de normalisation sur le sujet. Et je suppose que quand on parlait beaucoup des ODD 17 du temps de Trump, le gouvernement n'était pas spécialement porté à relayer ce genre de réflexion. Est-ce que les choses changent un peu avec Biden sur ce? Oui, ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Alors, tu sais, déjà, quand Trump était sorti des accords de Paris, où on avait indiqué d'ailleurs dès le début son intention de le faire, en réalité, il y avait tout un tas de mouvements aux États-Unis, de grandes entreprises, de villes et d'États qui avaient dit We are still in. On y est encore. Donc, il y avait eu finalement un mouvement d'entrée de jeu qui avait été là. Et donc, finalement, sous l'ère Trump, on n'a pas vu de ralentissement tant que ça des grands corporates dans leur action climatique. Enfin, ils ont continué le boulot. De toute façon, ils sont globaux. Ils savent très bien que le temps politique change, mais que pour ces grandes entreprises, s'ils ne commencent pas maintenant, les chances d'être au rendez-vous en 2030 ou en 2040 sont assez faibles. Alors, ceci étant, avec l'arrivée de Biden, évidemment, tout le monde se sent plus à l'aise sur ces sujets-là. Avec la réentrée dans l'accord de Paris, évidemment, et surtout avec le plan de relance. Enfin, les milliards qui sont déposés sur la table, toutes les entreprises nous demandent de l'aide. Nous, en ce moment, on a beaucoup de travaux et de missions qui sont autour de mais comment est-ce qu'on peut influencer la manière dont ces dollars vont être alloués
Nous, on se verrait bien avoir un peu de dollars sur de l'hydrogène pour de la mobilité. Nous, on se verrait bien sur du renouvelable de telle manière ou telle manière. Il faut absolument financer de l'efficacité énergétique. Il faut un plan pour déployer la mobilité électrique à l'échelle. Enfin voilà, chacun y va avec son propre angle et ses propres intérêts. Mais c'est ça l'enjeu du moment, c'est vraiment d'aller capter les dollars de l'État fédéral et des États pour ensuite mettre en œuvre plus rapidement et accélérer le déploiement de ces solutions. Christophe Dehaye. Alors, j'aurais plein de questions, je vais en prendre que quelques-unes. Tu as vaguement évoqué tout à l'heure, j'ai cru comprendre, mais ce n'était pas développé. Est-ce que les managers ont leurs objectifs, leurs primes, leurs bonus dans ces boîtes-là, en partiellement ou totalement indexés sur des réussites énergétiques ou pas? J'ai une autre question qui est peut-être sur, là encore, à évoquer, mais c'est pas sûr que ce soit bien développé. On a compris que c'était très, très compliqué de mesurer tout, surtout quand on était dans des formes d'externalisation poussée, ce qui est quand même clairement la situation de beaucoup d'entreprises. Est-ce que finalement, c'est tellement compliqué que ça en arrive à des surcoûts de coûts de transaction, j'ai envie de dire, et que peut-être on commence à se dire il y aurait peut-être des réinternalisations à faire, ne serait-ce que pour mieux contrôler, mieux maîtriser tout ça et mieux le mesurer. Et puis, enfin, ma troisième question, je comprends dans ce qui est dit que ces Américains se précipitent, vont vite, vont très vite, beaucoup plus vite qu'on l'imagine ici. Mais pour autant, c'est presque plutôt de l'opportunisme, qui n'est pas forcément négatif de ma bouche. Ils ont compris que ça allait leur poser un problème, donc ils l'anticipent. Mais d'habitude, ce sont des gens qui veulent changer le monde. Hein, tous ces GAFAM, ils ont des ambitions, des prétentions de changer le monde. Là, de ce que j'entends pas qu'ils veulent changer le monde. Ils veulent juste l'accompagner vite et avant qu'on leur demande des comptes. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, sur les incentives, donc effectivement, indexer la performance individuelle sur des objectifs carbone, c'est assez intéressant parce que les débats auxquels on assiste sur ces sujets-là nous ramènent à la question, à un des points que je mettais au début de l'exposé sur cette tension avec les enjeux des inégalités ou les enjeux horizontaux, sociétaux. Donc, en fait, ça arrive d'avoir des incentives qui soient plus larges, évidemment, que des incentives financières. C'est assez classique d'essayer de regarder la performance de manière un peu plus large que simplement la bottom line. Et on voit des boîtes qui commencent à le faire sur du carbone, effectivement. Alors, dans la tech, c'est pas forcément le cas. Microsoft, ils n'en sont pas là, par exemple. Chez Engie, ça va être le cas. On va avoir un incentive qui va être à la fois sur le bilan financier, la performance financière, mais aussi sur la performance évidemment de leadership, behaviors, de comportement de leader, et le carbone. Donc ça va être intéressant de voir comment ça modifie les comportements. La difficulté qu'on a souvent, c'est qu'une fois qu'on commence à ouvrir ce champ-là, il y a beaucoup d'autres objets et sujets qui s'y mêlent. D'un coup, on nous dit non, mais il faut aussi mettre la diversité, l'environnement, c'est bien, donc il y a aussi la biodiversité, il n'y a pas que le carbone. Et finalement, on se retrouve avec un espèce de package ESG qui est quand même un truc assez dilué, quoi. Alors, tous les sujets sont importants, évidemment. Donc ça fait partie des débats assez chauds qu'on peut avoir. Et qui revient à mon point de vue début sur, pour moi, le sujet n'est pas assez ancré si on n'est pas capable de dire clairement, non, mais ça, c'est une priorité absolue en réalité, quoi. Enfin, y a pas de, tout est important, mais ça, c'est une priorité absolue. Donc, ça vient en premier, en fait. Parce que sinon, en fait, on dilue et du coup, les comportements qu'on va créer, ils sont dilués eux aussi, quoi. Hein. Donc, puis ce qui va compter à la fin, ça va être la performance financière, quoi. Parce que c'est quand même ça qui compte. Donc c'est là où je pense qu'on n'est pas encore avec un niveau de maturité total hein, sur la partie incentive.
Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est l'histoire des budgets carbone. Donc, vous savez, dans les grandes entreprises, quand on gère la performance, c'est avec des budgets. Donc, voilà, un tel à la tête de telle entité, tu vas faire tant de millions, etc., etc. Rajouter un deuxième objectif qui est de dire, et puis tu vas le faire avec tant de carbone en moins émis par rapport à l'année dernière, en valeur absolue. Hein. Ça, c'est intéressant. Parce que ça, pour le coup, là les trade-offs et les discussions de trade-off, elles ont lieu. Donc ça j'y crois assez. Est-ce que la mesure de tout va amener à des réinternalisations? C'est une bonne question. Ça pourrait. Je pense que l'enjeu de ces décisions d'externalisation qui sont prises, une fois de plus, qui sont prises à différents niveaux d'entreprise, si on intégrait de manière systémique un objectif ou un prix associé à cette externalité, bah, c'est intéressant, quoi. Peut-être qu'on aurait effectivement des trade-offs économiques qui seraient différents et qui pourraient donner lieu à de la réinternalisation. Je ne l'ai pas entendu encore, honnêtement, donc je pense que ça reste un peu de la fiction pour l'instant. Par contre, ce qui se passe dans la mesure de la supply chain, donc tout ce qui est lié à l'amont de la chaîne de valeur, ça, c'est des mesures qui sont effectivement assez compliquées à obtenir. Et là, c'est ça qui est intéressant parce que les effets d'entraînement, quand les grands acteurs de la tech se mettent à prendre des engagements, c'est que ça va impacter l'ensemble de la chaîne de valeur. On se retrouve avec un ST microélectronique en France qui dit, moi, je dois être carbone neutral parce que Apple me dit, si tu n'es pas carbone neutral d'ici 2030, mon gars, tu perds le contrat. C'est 10% quand même hein, pour un ST micro. Donc c'est intéressant ces effets de chaîne de valeur et d'enchaînement que vont tirer ces acteurs de la tech. Donc c'est pour ça que dans leur posture, moi, peut-être opportuniste, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont emmener tout l'écosystème en fait. Et c'est là où ça a de la valeur et commencer par les grands. Et c'est pour ça que nous, on s'est focalisé aussi sur les grands, c'est que c'est là où il y a la complexité, donc c'est là où évidemment il y a de la création de valeur pour nous de manière très selfish. Mais au-delà de ça, c'est un effet des effets d'entraînement assez massifs qui peuvent ensuite en cascade aller impacter l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc ça, c'est Juste une intéressant. question, est-ce que ces grands qui affichent des objectifs ambitieux mesurent leur empreinte carbone? Je suppose que oui, mais la mesure avec soin. Oui. Maintenant, ceux qui le font et ceux qui sortent avec des objectifs, la mesure, elle est soignée parce qu'elle est regardée, elle est extrêmement Elle est regardée par qui? analysée par tout un tas d'analystes externes, de stakeholders, d'ONG, des gens qui font des comparaisons. Enfin, il y a tout un écosystème en fait d'institutions qui sont amenées à regarder le sérieux de ces objets-là. Et c'est des chiffres qui sont audités par ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tous ces grands, il y a EY, il y a les EY, il y a les PwC, les quatre grands du monde de l'audit qui auditent les chiffres carbone. Alors je pense qu'ils le font avec de plus en plus de rigueur, notamment sur cette logique de scope 3, là, la chaîne de valeur, parce que ça c'est assez compliqué d'aller récupérer la donnée d'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille. Mais en pratique, ce scope 3, c'est 70 à 80% du nombre absolu d'émissions en tonnes de carbone d'un acteur. Il y en a l'essentiel de l'empreinte se situe en dehors du périmètre à proprement parler d'entreprise. Et donc être capable de mettre sous contrôle sa chaîne de valeur, y compris sous l'angle des émissions carbone, est un sujet difficile, mais un sujet clé. Je voulais peut-être préciser, enfin, merci pour les réponses, et elles sont tout à fait satisfaisantes, mais je voulais préciser, parce que je n'ai peut-être pas fait suffisamment, moi, dans ma question, la dernière, est-ce que par hasard, il y a une grande question qui se pose, c'est est-ce que les dirigeants d'entreprise ne doivent pas avoir quasiment un rôle proactif, quasi politique, de s'occuper de quelque chose dont ils ne s'occupaient pas avant, on s'occupe de l'économique et pas d'autre chose. Et là, ce que je comprends, c'est que bon, très clairement, ils n'en sont pas là. Enfin, c'est pas une question. C'est la prise en compte de leur business de manière très réactive, très proactive même, mais rien de plus. Ouais. Bon, après, je pense que en tout cas,
ce qu'on observe chez les CEO de ces grandes boîtes, c'est qu'ils en parlent vraiment très souvent. Ils en font vraiment ils essayent vraiment d'en faire un élément de différenciation et évidemment que c'est un mélange de responsabilité sociétale et simplement de bons gestionnaires, de chefs d'entreprise qui voient un risque et une opportunité et qui le gèrent comme il faut. Je pense que c'est un peu des deux. Je pense quand même que le fait qu'il se soit positionné en leader, ça réagit à cette nature que tu indiques de personnalités qui considèrent qu'ils ont un rôle d'influence du monde qui est un peu plus large, mais qui est un truc très américain. Hein. Enfin, moi, ils disent depuis quelques années. Moi, je suis poussé par mes salariés pour parler de tout sur Twitter et LinkedIn, quoi. Enfin, faut que je m'exprime, quoi. Hein. Donc, il y a des fois, je suis là, attendez, moi, je suis une petite entreprise d'un groupe français. Qu'est-ce que je vais aller m'exprimer sur tel ou tel sujet? Donc, on voit bien que c'est dans l'ADN très américain et d'autant plus dans le monde de la tech, ouais, je pense, où en plus il y a ce côté d'entrepreneur qui se prennent un peu pour le Messie. Donc voilà, ça fait partie de la parole proactive que eux considèrent faisant partie de leur mission. François Weil. Alors, la plus grosse partie des émissions, ça reste malgré tout nous tous, nos bagnoles et nos logements. Est-ce qu'il vous arrive de commencer à avoir des missions de conseil auprès des gouvernants ou des partis politiques? Alors oui, ça nous arrive. Ça nous arrive sous l'angle développement d'infrastructures, développement de cadres réglementaires pour déployer du renouvelable à l'échelle. Donc on a eu une mission par exemple qu'on a fait pour le Brésil, cofinancée par des investisseurs type Banque mondiale ou Union européenne sur c'est quoi le bon schéma régulatoire chez moi pour développer à la bonne échelle et à la bonne vitesse du renouvelable. On peut avoir la même question à l'échelle d'une ville ou d'une grosse infrastructure, des ports, des aéroports par exemple, sur des enjeux on a fait une mission par exemple sur un grand port américain, de l'Ouest américain, qui pose la question de l'électrification de l'ensemble du flux logistique qui sont amenés à générer sur Terre à la sortie du port et comment créer un corridor de mobilité verte électrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec tous les stakeholders, les camions, où est-ce qu'il faut mettre des bornes, quel type de bornes, comment ça marche, et ils essayent d'avoir un schéma à 2030 en se demandant combien il faut investir pour passer tout ça à l'électricité. Donc typiquement, ce type de mission, on a ça. Et puis, ou alors de l'autre côté, c'est vraiment de l'électrification dans des zones en Afrique, par exemple, où on a des questions qui nous sont posées. On avait fait une mission pour un État africain sur la question de l'accès à l'énergie, sachant qu'ils ont un grid assez limité, un réseau électrique assez limité et pas forcément super fiable et assez carboné. Il me disait, voilà, moi j'ai un besoin d'accès à l'énergie qui va au-delà de ça dans les villages, etc. Quelles sont les solutions et quels sont les modèles à partir économiques qui justifient à un moment en fait de ne pas relier, de ne pas faire l'extension du réseau, mais d'aller construire directement du sur-site solaire avec un peu de stockage et qui correspondrait bien aux usages des habitants. Donc typiquement, on a ce type de mission. Donc c'est plus sous un angle infrastructure, moins sous un angle schéma national de neutralité. Voilà. Alors après, je pense que c'est pas des missions pour nous aussi. Hein. Je pense que les gens qui font des missions de conseil sur ces sujets-là, des McKinsey et autres, en général, ils le font dans des zones de prix qui sont où c'est quasiment gratuit, quoi. Donc c'est pas des sujets sur lesquels nous on s'est positionné. Frédéric Kletz. Oui, merci beaucoup, hein, Mathias. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Je ne suis pas du tout un expert de ce genre de sujet. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et surtout, une analyse froide, un peu modeste de la situation. Donc, merci beaucoup. Mais j'ai deux questions. Elles sont un peu liées. La première question,
tu as beaucoup parlé des changements de stratégie, voilà, des grosses entreprises, mais je voudrais descendre un peu dans l'organisation. Parce que ce n'est pas seulement justement un changement global voilà, de posture et de stratégie, mais c'est aussi, ça doit avoir plein de répercussions sur les entreprises que NJ Impact accompagne, c'est-à-dire d'émergence, qui a fait un tout petit peu allusion, mais d'émergence de nouveaux outils de gestion, évidemment, de nouvelles façons de compter, émergence sans doute de nouvelles compétences en interne, des nouveaux métiers, de nouveaux acteurs, voilà, d'une nouvelle organisation du travail. On voit bien, qui a fait allusion au début, tu as dit c'est une façon aussi de concevoir les produits autrement, de concevoir les projets autrement. Où on en est? Parce qu'on a l'impression à travers l'exposé que finalement, la plupart des grandes entreprises, soit elles investissent sur des nouvelles technologies, soit, et tu avais l'air de dire un peu moins sur les comportements, mais est-ce qu'ils agissent aussi sur l'organisation, leur organisation interne, sur, je répète, les compétences et les façons de travailler. Et deuxième élément, mais qui est lié, c'est que tu avais l'air de dire qu'il y avait un gros un levier qui était justement les acteurs, même le personnel des entreprises, qui sont très demandeurs, très sensibles à ces questions et qui poussent leurs dirigeants à agir. Mais ensuite, il y a l'effet de balancier, c'est-à-dire si les dirigeants agissent, s'ils changent un peu l'organisation du travail, s'ils mettent en œuvre des nouveaux outils de contrôle, des nouvelles façons de travailler, etc., ça rejaillit sur le personnel lui-même. Comment est-ce qu'on n'a pas aussi un frein à ce niveau-là? Ils ont lancé un peu la demande et puis après, est-ce qu'ils assument l'impact que ça a, pas seulement sur leur entreprise, mais sur leur façon à eux de travailler? Ouais, c'est un bon point, Frédéric. C'est un point qui n'est pas encore totalement à l'échelle, à mon avis. Hein. C'est-à-dire de vraiment comprendre en profondeur ce que ça veut dire pour une organisation. Cette transformation, nous on l'appelle transformation pour ça. Parce que c'est pas simplement un objet technologique. Allez hop, je te change la flotte de véhicules thermiques par des flottes de véhicules électriques. Hop, je te change au lieu de me plugger sur le réseau, je te mets des panneaux solaires sur le toit et puis je fais un accord d'achat avec un acteur. C'est pas ça. C'est ça, mais c'est aussi tout le reste. Et je pense que le reste n'est pas encore totalement vu. Alors, c'était intéressant quand on avait commencé cette mission, on a accompagné notre propre groupe NJ dans sa transformation. C'est que c'était, Isabelle, elle l'avait conçu comme ça. Et donc, notamment dans l'organisation même du projet, on a eu une organisation de projet pendant 18 mois. En fait, on a créé un réseau vraiment de change management et d'agents du changement, où on a essayé d'identifier à travers les 170 000 salariés du groupe des endroits dans lesquels il y avait des poches intéressantes d'influence. Et on les a mis dans le projet, on les a accompagnés, on a créé un écosystème, on a essayé de créer un écosystème pour l'agiter et le faire suivre dans le temps pour pouvoir être ce vecteur de changement, parce que finalement, à la fin, c'est aussi les comportements individuels des salariés que l'on va souhaiter toucher. Mais il y a effectivement, il y a tout un champ qui est passionnant, qui est autour de vraiment la gestion d'entreprise, du système d'entreprise. Nous, on l'aborde à travers le digital parce qu'on a des produits digitaux où on équipe les entreprises pour qu'elles soient au moins équipées pour pouvoir parler de cet objet-là, le mesurer correctement, être capable d'en faire un objet de pilotage. Après, je pense qu'il y a des sujets de compétences. On a aussi créé chez NJ toujours et toutes les grandes boîtes font ça hein, maintenant, celles qui sont sérieuses. Il y a des modules de formation, il y a des modules de training pour que tout le monde puisse devenir un peu en capacité à comprendre pourquoi on fait ces changements pour commencer. C'est très puissant, et ça on l'a vu quand même nous en interne, que ce soit chez NJ Impact, chez NJ ou dans d'autres entreprises. Quand on se met à se bouger sur ce sujet-là, qu'on est sérieux et qu'on montre qu'on walk the talk, qu'on fait vraiment les actions, qu'on donne beaucoup de transparence aux actions qu'on fait, etc. C'est un objet extrêmement puissant pour créer un sens comme on dit, de mission, de purpose pour les salariés. Ça permet de donner beaucoup de sens au quotidien et c'est vraiment un facteur de motivation. On le voit, on le sent et on peut essayer de l'objectiver, mais fondamentalement, je crois que c'est très vrai. Je pense qu'on est encore qu'au début de ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les leviers les plus simples à aller agiter,
les leviers d'efficacité énergétique parce que on voit directement les effets sur la facture. Le renouvelable dans les zones dans lesquelles c'est moins cher parce qu'on voit directement l'effet sur la facture. On se donne ces targets, mais après, je pense que quand on va commencer à avoir des systèmes de régulation, un prix du carbone ou un prix de ces objets de compensation d'offset qui augmentent et qui deviennent assez chers et qui deviennent assez notables dans un bas de bilan d'entreprise, je pense que les acteurs vont commencer à aller chercher de l'efficacité un peu partout en se disant, attends, là, faut peut-être qu'on change ça. Nous, on a eu des dialogues intéressants quand même sur, moi-même dans mon entreprise, on a eu un débat encore lundi assez chaud, lundi dernier, avec mon comité exécutif sur business travel. Parce que pour nous, c'est un des leviers d'action assez simple qui permet de justifier l'achat des compensations et en baissant mes émissions. Enfin, c'est compliqué, quoi. La pratique des consultants, c'est de voyager pour être chez le client, quoi. Puis comme on a vachement d'impact, vous n'avez pas m'expliquer qu'on a... Parce évidemment, nous, on se projette dans l'après-Covid, et évidemment, tout le monde a été chez soi, mais du coup, est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on prend comme avant? Comment est-ce qu'on limite? Est-ce qu'on se donne des budgets carbone? Mais ça veut dire quoi? Donc voilà, donc on est dans ces questions-là, et c'est des débats qui sont compliqués, parce que ça demande du changement de perspective, de comment on fait notre métier. Est-ce qu'on sera toujours aussi efficace si on le fait tout à distance? Non, probablement pas. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre? Alors, et comment on peut avoir ces conversations d'équilibre, de trade-off? Donc là, on voit bien qu'on touche à la nature même, effectivement, de comment on fait nos métiers. Et je pense que c'est vrai à travers quel que soit le secteur. Et comment on équipe les acteurs, en fait, pour avoir ces conversations. Donc, c'est ça un peu le... Donc, oui, il y a un champ énorme. Il y a un champ énorme à aller enrichir et à aller découvrir. Mathieu Bertrand. Oui, merci de prendre ma question. Merci Mathias pour ce panorama. Dans ton introduction, tu as parlé de différents drivers qui poussent les entreprises à changer, et notamment les investisseurs. Mais de ce que tu vois, quelle est la réalité du niveau de pression de la part des investisseurs sur les sujets carbone et pour transformer les entreprises dans lesquelles ils ont investi vis-à-vis dans cette dimension? En fait, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup d'actualités sur des assemblées générales d'actionnaires où ces sujets ont été abordés. On peut penser à Exxon, par exemple. Mais est-ce que ce n'est pas là une minorité visible sur certaines entreprises, tandis que finalement, la majorité des investisseurs est une majorité silencieuse et fait du business as usual, de chercher une rentabilité court terme en mettant des ornières par rapport au risque climat que tu as évoqué. Donc voilà, de ce que tu vois en dialoguant avec différentes entreprises, quelle est la réalité? Et question subsidiaire, au sommet du G7, là, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de renforcer les obligations de disclosure, notamment des acteurs financiers, conformément au TCFD. Est-ce que ça, ce n'est pas une vague à venir qui va accentuer cette pression qui aujourd'hui existe, mais peut-être pas au niveau médiatique qu'elle a? Non, cette pression, elle est encore, je dirais, elle est encore assez partielle. Je pense que le bouclage du système financier, c'est le bouclage qui nous manque. Parce que tous là, nous, individus, François Weil le disait, on est tous responsables de notre propre empreinte, mais on est tous aussi, à travers nos retraites ou nos investissements personnels, responsables un peu de cette course à aller chercher du rendement. Et c'est pas bien bouclé aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même les très gros, donc les BlackRock, tous les fonds, eux, ils sont un peu du souci quand même, parce que, alors, ils ont deux sujets. Ils ont un sujet qui est le flux futur d'investissement et de leur portefeuille d'investissement, où ils essayent de se dire, bon, si je mets des sous là, il faut quand même que je fasse attention à mes risques, je ne vais pas créer des stratégies d'assets, machin. Est-ce que j'ai le bon univers de mesure et de compréhension de mon risque? Et là, on est amené à travailler avec eux sur, aujourd'hui, tout ce qui était disclosure et tout ce qui était même TCFD, tout ce qui est CDP, tous ces objets-là de disclosure, ça va avec un niveau de granularité qui ne te permet pas de comprendre il faut être très granulaire pour comprendre ce risque carbone à l'échelle d'un asset, à l'échelle d'une entreprise.
Sinon, on regarde les acteurs de la tech, on regarde tous leurs engagements, on dit ils sont géniaux. Oui, c'est pas mal, mais il y a encore énormément à faire. En réalité, ils n'ont pas démontré l'essentiel de leur challenge, qui est de délier leur croissance et leur empreinte carbone. Ça, ils l'ont pas prouvé encore. C'est ça le sujet en fait de la tech. Donc, ils sont allés très vite pour gérer leur stock, mais on ne sait pas trop comment ils vont faire sur leur flux. En fait. Donc, c'est ça l'enjeu. Et donc, les acteurs financiers, ils ont ce flux et puis ils ont le problème du stock. Alors, le problème du stock, c'est tous les gestionnaires de fonds, les banques, les assurances. Voilà, ils ont des tickets dans des trucs parfois qui sont un peu crado d'un point de vue carbone, quoi. Donc, c'est compliqué pour eux. Il faut qu'ils en sortent assez vite. Et ils ont déjà pris, pour la plupart, et ceux qui sont sérieux, l'engagement de pas réinvestir, mais ils n'ont pas forcément traité le stock. Et donc là, on voit bien, nous, on a eu des missions ici pour des investisseurs, des investisseurs dans des assets aux États-Unis. Voilà, les gars, ils ont investi il y a 10 ans dans une, ouais, il y a moins de ça, ouais, 10 ans dans une, allez, 5 ans, 7 ans dans les trucs avec du charbon. Bon, bah, ouais, c'est compliqué, quoi. Maintenant, plus personne n'en veut. Alors, c'est des objets intéressants, les centrales à charbon, hein, parce que c'est des trucs qui crachent de l'argent comme pas possible tous les ans. Mais par contre, tu essayes de le vendre, ça vaut 0. Voire, il faut payer Donc, c'est quand même intéressant d'avoir des modèles économiques qui sont totalement à l'envers. C'est-à-dire qu'on a un asset qui génère des cash flows de manière régulière assez élevée, mais par contre, ça vaut 0. Voire, c'est négatif. Donc voilà, donc ces acteurs-là, ils se posent des questions et ils essayent de s'équiper avec des systèmes de mesure. Je pense que tout ce qui est disclosure va dans le bon sens, tout ce qui est transparence va dans le bon sens. Ces questions aux assemblées générales, ces questions des fonds, tu vois, les lettres de Larry Fink qui, une année, c'est le purpose, l'année d'après, c'est le carbone, l'année d'après, c'est le purpose, l'année d'après, c'est le carbone. C'est intéressant. Ça continue à mettre la pression, mais je pense que ça va être de pire en pire et tout le monde le sait. Tout le monde le sait que le niveau d'exigence sur ces sujets va ne faire qu'augmenter. Et voilà, et donc ça, je pense que c'est positif, mais c'est toujours pareil, la question, c'est le temps. On n'a pas beaucoup de temps à se poser avant d'être mature là-dessus. Il y a les investisseurs qui deviennent de plus en plus vertueux, de plus en plus responsables. On ne sait pas toujours l'effet que ça, mais les marchés, comment est-ce que les marchés et les actionnaires, est-ce qu'ils sont sensibles à ces évolutions? Est-ce que les analystes financiers étudient de près ce genre de mesures? Est-ce qu'ils ont des recommandations? Est-ce que les actionnaires s'intéressent vraiment au sujet? Ou, enfin, une entreprise qui a beaucoup de flottants, est-ce qu'elle arrive à vendre? Est-ce qu'elle arrive à faire, à peser un peu sur les cours en mettant en relief ces politiques vertueuses? Est-ce que alors, tu vois, il y a plein de recherches qui disent les boîtes vertueuses qui performent en bourse, Oui. Qui font des corrélations. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. En réalité, je pense que c'est un système qui est pas bouclé. Le petit actionnaire ou tu vois, il regarde quand même d'abord le dividende et le cours, quoi. Donc je suis pas certain que ça ait encore bougé ce côté-là. Si les fonds se mettent à bouger, tu vois, un BlackRock, c'est intéressant quand même. Oui, C'est quand même 3 à 5%. Ils disent un peu ce qui se passe dans les boîtes, quoi. Donc si eux, ils arrivent à tirer un peu le système, ce serait intéressant. Parce qu'une des caractéristiques des GAFA quand même, c'est que les patrons des GAFA, ils maîtrisent tout pratiquement. Ils ont même s'ils ont beaucoup d'actionnaires extérieurs, ils maîtrisent les votes. Donc, alors, General Motors ou autres, je serais curieux de savoir comment ils font pour vendre, s'ils sont aussi agiles et s'ils sont aussi pressés que les GAFA. Les GAFA, ils sont dans une position par rapport à leur actionnariat qui est quand même beaucoup plus favorable que la plupart des boîtes. Ouais. Tu sais, après, c'est comme n'importe quelle transformation d'entreprise, c'est-à-dire, si tu vas trop vite, tu te prends tes actionnaires et ils te sortent. Ouais. Et donc, faut aller au bon rythme, quoi. Et bien gérer ces stakeholders-là est essentiel. Et si on va pas assez vite, la chose peut se passer dans l'autre sens. Le monde de l'automobile est mais quand les même actionnaires attendent quelque un monde chose. intéressant pour ça. Les actionnaires attendent vraiment quelque chose.
Je pense que je te dis, je pense que c'est pas encore totalement au bon niveau de maturité sur ce sujet climatique. C'est pas vu comme un élément de la performance fondamentale ou des choix, mais ça va le devenir de plus en plus parce que les fonds s'y mettent, parce que je dirais les grands influenceurs de marché s'y mettent, parce que la disclosure va devenir de plus importante. Et puis parce que si c'est là que le monde va, c'est quand même là que la création de valeur va être, et ceux qui vont être positionnés en premier vont mieux se comporter que les autres. Hein. Donc c'est ça, je pense. Et la question, c'est la vitesse. C'est toujours pareil. C'est quand tu as des objets comme ça qui sont aussi transformants, si tu es trop rapide, en gros, tu vas pas être suivi et tu vas te faire sortir. Si tu vas trop lentement, tu perds ton opportunité de créer un avantage comparatif. Oui, je pense que c'est ça le sujet. Oui, mais tu as dit au début, on a 7 ans. Donc, il faut aller vite. Par contre, la question, c'est est-ce que le système économique va valoriser ça au bon temps, caractéristique du changement climatique. Aujourd'hui, si tu prends un pied de recul, tu regardes de loin, la réponse est plutôt non. Il n'y a aucun indicateur qui permettrait de croire que ça va être le cas. Si ce n'est, et moi c'est un peu sinon c'est un peu déprimant de bosser dans ce secteur, si ce n'est de voir ces grandes entreprises qui commencent vraiment, nous on le voit vraiment parce qu'au quotidien on bosse avec eux, ils mettent les dollars sur la table aujourd'hui, quoi. Et c'est quand même intéressant parce que c'est pas des petites sommes, on parle en centaines de millions, en milliards, et ils investissent aujourd'hui pour être prêts en 2030, quoi. Et ça c'est quand même, et c'est pas que la tech, hein, c'est multisectoriel. Ça c'est intéressant et on donne un peu d'espoir sur le fait qu'on va gagner en vélocité. Et après, la question fondamentale qui, moi, me reste dans mon esprit, c'est à quel moment les États vont dire, finalement, mon risque politique est pas si grand que ça, les boîtes s'y ont mises, donc je vais accélérer le mouvement en mettant un peu de régulation dans le système pour accélérer, quoi. Et mais ça, je ne sais pas quand ça va arriver. C'est ça qui est un peu curieux par rapport à la question que posait Christophe Dehaye tout à l'heure. Les grandes entreprises sont quand même habituées à faire du lobbying sur plein de sujets. Et on a l'impression qu'ils ne font pas encore du lobbying sur Enfin, est-ce qu'ils font du lobbying auprès des États sur les questions climatiques? Ouais, quand même, ouais. Je pense que les grands acteurs, ceux qui sont vraiment résolus à en faire un avantage comparatif, se mettent en avant aux côtés des États, essayent d'influencer des agendas d'incentives publics pour aider à se positionner. Ils ont une parole publique assez forte pour pousser les États à aller plus vite. Non, quand même, moi je trouve que c'est quand même un des sujets sur lesquels les boîtes sont assez vocales. Parce qu'on a compris que pour aller vite, on a compris que pour aller vite, l'action des grandes entreprises est vraiment importante parce qu'ils sont moins embarrassés que les États. Je pense qu'ils ont créé cette idée en tout cas, un d'entre elles avaient un rôle à jouer et sont en influence et se mettent effectivement en situation d'influence des États. Après, je pense que le monde post-Covid va être intéressant aussi parce que le changement climatique est quand même, je pense maintenant, de manière plus en plus solide, va être perçu comme le risque le principal. Et les États ont montré qu'à un moment, ils étaient capables quand même de faire des arbitrages entre le monde économique et d'autres intérêts type sanitaire, en mettant le curseur de manière très très forte, pas sur le monde économique. Et je pense que les grandes entreprises, ça les a paniquées quand même. Hein. Ça veut dire à un moment se dire, attendez, nous on avait quand même une règle du jeu que le monde économique était toujours en premier, n'était même pas un objet politique, quoi. Et du coup, je pense que ça va être intéressant de regarder comment ça s'applique. Cette réalité-là s'applique au changement climatique et est-ce qu'on va le faire avec des temps qui sont compatibles avec le challenge qui est l'autre, quoi, qui quand même où on n'a pas trop de temps, effectivement. Christophe Dehaye.
Euh, J'imagine que c'est par modestie et par volonté de ne pas vouloir faire de la pub, mais moi, il y a quand même une question qui m'intéresse. 2300 personnes chez NJ Impact pour faire que, entre guillemets, du développement durable. Ça commence à être une sacrée boîte de conseils. Ça vous positionne comment par rapport aux grands qui, évidemment, tous ont des offres, j'imagine, mais donc c'est sur l'industrie du conseil. Le retour d'expérience d'NJ Impact, voilà, qu'est-ce que c'est pas pour faire de la pub Ouais. d'NJ Impact, mais c'est pour quand même nous donner une petite idée de ce que ça bouge. Ouais, alors nous en fait, c'est intéressant parce que nous, notre origine, c'est le digital, c'est le monde digital. C'est-à-dire qu'on sert un peu plus de 1000 clients, 25% du Fortune 500, donc plutôt des grosses. Et on est amené à les aider à comprendre leur consommation énergétique, leur consommation en eau, leur production de déchets à travers un peu plus d'1 million d'endroits dans le monde. Et on a donc des systèmes informatiques qui permettent de donner ça à voir à nos clients et on traite la donnée et on traite la relation aux fournisseurs d'énergie, aux fournisseurs d'eau, à des gestionnaires de déchets pour toutes ces grandes entreprises. Et donc finalement, on a une espèce de panorama pour ces grandes entreprises de leur impact environnemental de manière naturelle en passant par l'enjeu de conso. Donc nous, on vient de ce monde-là en fait. Et on a ajouté le bras de conseil. C'est intéressant parce que quand on écoute les grands du conseil, ils se digitalisent et ils expliquent, un McKinsey expliquerait ou un BCG explique que maintenant il y a 20-25% de leurs revenus qui est lié à du digital. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais en tout cas, ils investissent beaucoup dans ces domaines. Et donc nous, on vient plutôt de l'autre côté. Et puis après, évidemment, nous, on est beaucoup plus modeste qu'eux, on est petits et on doit avoir sur les 2300, j'ai 350 consultants vraiment en stratégie et 400 techniques. Parce qu'évidemment, nos sujets par nature sont un peu plus techniques que de la pure stratégie. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que ça croît super vite, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet chez moi qui croît à 60% de manière organique, année après année. Donc c'est un objet de très forte croissance parce que voilà, toutes les boîtes ont besoin et comprennent pas savent pas trop par où commencer, par comment s'y prendre, quoi. Et donc on est amené les aider. Alors ce qui est intéressant avec le pied digital, c'est que ça se retrouve très très vite. C'est-à-dire que quand on accompagne en conseil Netflix, la vente d'après que l'on fait, c'est la vente de notre service digital. Parce qu'attendez, pour mettre ces données sous contrôle et avoir une capacité à en faire un objet, un indicateur de performance à l'échelle de l'entreprise, faut que vous m'aidiez à mettre ça sous contrôle en fait. Et donc évidemment, nous, on amène notre pied digital et notre offre digitale comme un complément de l'offre stratégique. Ou alors c'est dans l'autre sens. Ça, c'est l'exemple Starbucks, où Starbucks est un client depuis 10-15 ans sur notre offre digitale. Et maintenant, on est en conseil, ils disent, attendez, moi, je dois gérer l'enjeu de mobilité pour mes propres flottes et puis pour mes clients. C'est quoi mon schéma de déploiement de bornes de recharge électrique aux États-Unis? À quoi ça ressemble? Comment je branche du Green PPA là-dessus? Est-ce que je dois mettre des chargeurs lents, rapides? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à... Est-ce que je peux en faire un avantage marketing où je vais avoir du temps de client parce que je vais avoir des chargeurs qui vont à la bonne vitesse, enfin voilà, qui essaient de réfléchir à cet enjeu-là dans leur stratégie en fait. Donc voilà, donc en fait c'est des objets qui se répondent assez bien. Alors les grands compétiteurs, bah, c'est Schneider qui est probablement un des plus grands compétiteurs, concurrents pardon. C'est évidemment les grands du conseil, mais qui ont le désavantage, alors qui ont l'avantage de la taille évidemment et de la maturité, qui ont le désavantage qu'ils ne sont pas perçus comme spécialisés sur ces sujets-là, qui ont quand même à la fin un angle un peu technique, technologique et la complexité du monde de l'énergie. Et donc ça, c'est un élément de différenciation. Mais bon, voilà, on a les BCG, les McKinsey, etc. Le monde du conseil en sustainability est un monde assez éclaté, en fait. Il y a beaucoup de petites boutiques d'experts qui vendent leurs services. C'était structuré comme ça dans le passé. Et là, je suis en train d'ailleurs de se rassembler gentiment. Mais voilà, donc pour nous, ce qui est passionnant, c'est que c'est une entreprise de croissance. On croît très, très vite. C'est l'aspect très global. C'est le fait de faire partie de la grande maison NJ où on a à la fois
la capacité d'entraînement et la capacité à aller vite et la capacité d'investissement que Engie actionnaire cette fois-ci nous a laissé prendre ces dernières années. Et puis évidemment, après il faut gérer le poids des grandes structures, ça vient avec, c'est un peu de trade-off, mais ça nous donne une force de frappe qui est assez considérable. Et c'est pour ça qu'on est capable de travailler aussi avec les plus grands et les plus gros, parce qu'ils visent sérieux, quoi. Dans ta réponse, j'ai l'impression d'entendre quelque chose qui sera en ligne de mire, même si c'est peut-être un peu prétentieux pour l'instant, mais est-ce que ça va jusqu'à imaginer une espèce de jumeau numérique des clients pour exclusivement concentrer sur toute cette masse de données, comme tu appelles ça, mettre sous contrôle, ou c'est vraiment trop ambitieux? Non, en fait, c'est un système qu'on a déjà, qui essaye de modéliser. En fait, on a vraiment une map monde et on prend un client comme, je sais pas, Verizon, c'est un de nos grands clients. Et Verizon, en fait, on est capable de zoomer et de regarder tous les endroits dans lesquels ils consomment de l'énergie. On est capable de cliquer, double-cliquer, de voir ça dans le temps, le profil de consommation, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et on a même des systèmes maintenant qui permettent de projeter ça dans le futur en se disant, mais finalement, si je devais faire tel type d'action, qu'est-ce que ça donnerait sur ma bottom line financière et sur ma bottom line carbone. Donc ça, c'est des systèmes qu'on a développés en interne et que l'on commercialise aujourd'hui. Donc oui, ça existe déjà. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait cette notion de jumeau numérique, mais c'est ça. Et d'ailleurs, on a même un module qu'on a co-créé avec un acteur de la tech qui s'appelle C3 IoT aux États-Unis sur la question de la modélisation de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va regarder avec des données de RP quel type de consommation on a vers quel type de fournisseurs, qu'est-ce que ça veut dire en termes de carbone, est-ce que c'est des gens plutôt vertueux, pas vertueux. Et là, c'est intéressant parce qu'on commence à voir les leviers d'action on peut favoriser un fournisseur par rapport à un autre, on peut choisir finalement d'en faire un sujet de performance. Le carbone devient un sujet de performance de la chaîne de valeur, en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant. Je suppose que c'est un secteur assez attractif pour les jeunes. Qu'est-ce que vous recrutez comme type de jeunes, école de commerce, ingénieurs, etc. Et comment est-ce que vous les formez? Parce que ça a l'air d'évoluer très vite en plus, le contenu de ce que vous faites. Est-ce que vous avez une formation interne développée ou est-ce que vous avez à l'extérieur des endroits où ils peuvent se former? Non, alors on recrute effectivement des jeunes plutôt du profil, le gros de l'embauche qu'on fait. Donc depuis le début de l'année, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, on a embauché 200 personnes, la moitié pour des remplacements de gens qui étaient partis, la moitié pour des nouvelles personnes. Et le gros, c'est quand même le conseil, le pied de conseil et le pied digital aussi. Conception de logiciels, product management, software engineering, etc. Et donc ça, c'est des domaines dans lesquels on recrute plutôt des têtes bien faites qui sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce. On essaye aussi d'attraper des profils de gens qui ont déjà été formés au conseil par les collègues de McKinsey ou de BCG, qui ont 2 ans de boutique, mais qui veulent un peu plus de sens que semaine A, réduction de G&A, semaine B, réorganisation de grands groupes, se mettre éventuellement peut-être un peu de conseil en sustainability, qui ont vraiment une passion de trouver du sens. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles on est assez attractif parce qu'on ne fait que ça. On ne fait pas du tout d'autres objets de conseil que ces entreprises-là font naturellement. Donc ça, on aime bien aussi prendre des gens qui sont déjà formés. Après, on a nos propres modules de formation interne. Donc on a Engie Impact Academy qu'on a créé il y a 2 ans et demi, qui en gros a tout un tas de contenus en fait qu'on fait continuer à faire évoluer, qu'on enrichit pour former les personnes qui nous rejoignent. Voilà, donc on a. Est-ce que vous formez des clients? Est-ce que vous formez des gens chez les clients? Ouais. C'est quand même c'est très technique tout ça, donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, on a des modules notamment pour les boards et la C-suite, où on a des modules pour juste comprendre de quoi on parle, pour commencer de quoi on parle, c'est quoi les enjeux, remettre tout ça un peu dans
dans le grand schéma de c'est quoi les émissions de carbone, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au réchauffement climatique, 2 degrés, ça veut dire quoi? Enfin, voilà, on essaye de remettre les choses un peu en perspective et puis ensuite leur parler de leur empreinte et les leviers d'action, etc. Ça, c'est des travaux qu'on fait beaucoup avec les conseils d'administration et les comités exécutifs parce qu'il y a un travail d'abord d'éducation avant d'aller parler de transformation. Donc ça, ouais, on fait ça beaucoup en fait. On a un client américain qui est intéressant, qui est le deuxième réseau de santé privée américaine. C'est un peu plus de 200 hôpitaux aux US. Et on a fait tout ce travail itératif avec tout le comité exécutif sur 400 mois pour vraiment voilà, prendre le sujet en main et l'intégrer maintenant. Et ils veulent en faire un objet vraiment de déjà, ils vont définir leur ambition pour 2030 et puis ensuite un objet de transfo et un objet vu par les patients et par leur personnel comme étant extrêmement aligné avec leur mission. C'est une entreprise qui a en plus un fort purpose avec quasiment une mission religieuse au cœur de leurs fondamentaux et donc en fait ils font résonner cette mission avec cet enjeu du bien. En tout cas de ne pas faire de mal, qui est le premier finalement le premier serment de ne pas faire de mal à la planète. D'Hippocrate. Et essayer de la restaurer, quoi. D'Hippocrate. François Weil. Je reviens à l'esprit de la question que je vous ai posée tout à l'heure, parce que bon, c'est fondamental ce que vous faites, mais à côté de l'énormité de ce qu'il y a à faire, est-ce que vous avez quelques idées sur ce qu'il faudrait pour que les gens ne roulent plus dans leur bagnole, isolent leur maison, etc. Parce que c'est ça le nœud du problème. Et 7 ans, ça me semble incroyablement court pour obtenir une révolution pareille. Est-ce que vous voyez des messages pour le grand public à travers ce que vous faites qui pourraient être convaincants? On va atteindre dans 7 ans, pour être clair, c'est le pic. Hein. C'est-à-dire qu'on arrête d'augmenter et qu'on commence à rebasculer dans la descente. Hein. C'est ça qu'on doit atteindre d'ici 7 ans. Alors, c'est quoi les grands leviers? Bon, honnêtement, les gros sujets sur lesquels il faut commencer par agir, c'est arrêter le charbon dans le monde. Hein. Je veux dire, c'est pas très compliqué. Il faut mettre une régulation et arrêter ça le plus vite possible. Alors évidemment, c'est très compliqué parce que c'est des standards. C'est à faire. Pardon? À faire que c'est pas simple. Ah, c'est pas très simple à faire, hein, mais c'est pas compliqué dans le sens où c'est une règle qu'il suffit de mettre en place. Par contre, c'est compliqué parce qu'il faut convaincre tout un tas d'acteurs et qu'il y a des gens qui vont prendre des paumes phénoménales et que le système de remplacement, bah, il n'est pas tout à fait toujours construit. Donc, c'est le timing de ça qui est en enjeu. Aller 3 fois plus vite sur les renouvelables, continuer à accélérer, mais ça, je crois que c'est une partie. Il y a un sujet qui va être intéressant pour moi, qui pour le coup pourrait être drivé plus par l'innovation, c'est la question de la mobilité et des mobilités. Et je crois que l'avènement de la mobilité électrique, qu'on a toujours décrit comme étant arrivé à maturité entre 2025 et 2030, ça va quand même être une sacrée révolution cette affaire. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais en gros, l'idée fondamentale, c'est qu'un véhicule électrique entre 2025 et 2030 sera à parité d'un véhicule thermique avec des ranges, des autonomies qui seront comparables. C'est ça, en gros, le schéma. Donc, ça veut dire quand même que fondamentalement, dans ces zones-là, donc on parle de quoi? Entre 4 et 8 ans, 9 ans, on va avoir des véhicules fondamentalement vertueux, moins chers, à l'usage et parité de prix à l'achat qui vont être sur le marché et qui vont être la norme. Et ça, c'est quand même un déplacement de 60% à terme. Hein. Le temps de renouvellement des flottes, c'est à peu près 7 à 10 ans. Donc c'est des révolutions assez rapides. C'est 60% du pétrole mondial quand même, hein, dont on parle. Donc c'est quand même un changement des comportements individuels, des comportements collectifs, les acteurs du pétrole là-dedans. D'ailleurs, on voit bien comment ils commencent à se positionner tous, parce qu'ils voient le mur arriver. Et ensuite, la géopolitique qui va avec, c'est-à-dire finalement, c'est quand même les grandes économies telles qu'on les connaît qui se sont construites sur le pétrole. Alors ça, cette révolution-là, ça m'intéresse beaucoup de l'observer et de regarder ce qui va se passer, parce que je crois que ça va être assez violent, assez rapide. Et évidemment, pour le bien du monde, hein, le transport, c'est 23% du carbone mondial. Hein, juste
pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc, c'est quand même pas tout à fait rien. Et donc, quand ce système-là va basculer, alors ça va pas être tout d'un coup, ça va prendre du temps, il y a le transport lourd qui va rester un problème, enfin voilà, c'est compliqué, mais il y a quand même une bascule qui va s'opérer, qui va être intéressante. Mais donc voilà, donc il y a des solutions techniques sur lesquelles il faut continuer à investir, tout ce qui est hydrogène, il faut y aller, tout ce qui est stockage d'électricité, il faut y aller, c'est pas encore mûr, tout ce qui est green gas, comme on les appelle, donc biogaz, green hydrogène, il faut investir massivement pour développer ces technos. Et puis après, il va falloir réguler de plus en plus fort, quoi. Et la question, ça va être l'acceptabilité de la régulation, quoi. Parce que quand on commence à toucher, là, c'est ces conversations qu'on a, nous, même dans le cadre des entreprises, c'est intéressant, c'est des gens qui sont convaincus, qui sont des militants, hein. Les gars chez moi, c'est des militants quand même économiques, mais des militants du sujet. Et on leur dit, il va falloir moins voyager. Bon, bah, il y en a pour qui c'est pas un problème, et d'autres, c'est, ah bon, attends, on a quand même vachement d'impact quand on voyage, on voit les clients, ça, bah ouais, mais non, en fait, si on change pas tous et si on se comporte tous comme des Américains, ce qui est sûr, c'est qu'on est foutu, quoi. Ça, c'est à peu près sûr. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir cette conscience, en fait, qui est suffisamment là pour y arriver. Après, quand je regarde une génération en dessous, mes enfants, etc., ils ont quand même un niveau d'éducation par l'école et de sensibilisation au sujet qui est quand même intéressant aussi. Je pense qu'on va avoir des bascules générationnelles intéressantes, que ce soit sur même la manière de s'alimenter, la manière de se déplacer, etc. C'est quand même très ancré, quoi. Et la réaction, en tout cas, moi, je le vois autour, dans les écoles, etc. J'ai l'impression que c'est quand même un sujet qui commence à être suffisamment dans l'air du temps et suffisamment présent et sur lequel on éduque suffisamment les enfants pour que peut-être de même il y ait des changements de comportement qui vont dans le bon sens, qui s'installent, quoi. Il y a l'équivalent aux États-Unis de ce qu'on voit en France, le mouvement pour un réveil écologique, où les jeunes se disent, bon, on ne veut plus rentrer dans les boîtes qui font pas bien les choses. Ah Est-ce ouais. que c'est une pression forte ou... Ouais, c'est énorme, c'est énorme. D'ailleurs, c'est un des éléments, je n'ai pas mentionné, mais c'est un des éléments pour les acteurs de la tech. C'est quand même une rude bataille des talents Ouais. dans ce monde du software, du digital. C'est pour ça qu'ils vont tous aussi, parce qu'à un moment, les développeurs, etc., disent, attendez, nous, on vient bosser chez vous, mais il faut que vous montriez que vous êtes vraiment vertueux d'un point de vue environnemental. Et d'ailleurs, Amazon, c'est intéressant, Bezos, parce que Amazon était quand même un peu en retard sur leurs annonces. Ils se sont pris une pression d'enfer de leurs salariés aux États-Unis qui se mettaient en grève sur des sujets climatiques, ce qui est quand même assez intéressant, et qui a forcé Bezos à bouger, alors que naturellement, pour lui, c'est déjà un peu plus compliqué que pour les autres, parce qu'il y a toute la partie, c'est une entreprise de logistique, Amazon. Donc, ils ont évidemment beaucoup plus de carbone à réduire. Et finalement, il a bougé. Il a bougé, mais c'était une pression extrêmement forte de ses salariés. Alors, le logement, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, ouais, le logement, c'est compliqué. Après, la question, c'est l'efficacité. Les gouvernements ont fait des premiers travaux pratiques avec la crise Covid en imposant les gestes barrières, le masque, etc. pour dire, bon, maintenant, c'était un premier exercice pour rigoler, on va passer à des choses plus sérieuses. Bon, juste, il y avait une question d'une personne qui n'a pas de micro, donc elle ne peut pas la poser, je vais la poser à sa place. Lise Perraga, dans cette stratégie de développement des énergies renouvelables et d'expansion du numérique, prenez-vous en compte la raréfaction des métaux rares et critiques dont l'extraction est extrêmement polluante? Bon, alors c'est une question que... Oui, bien. Non, mais c'est fondamental, c'est à quel point la mesure est complexe, c'est-à-dire que oui, il faut prendre en compte l'ensemble de la chaîne de vie et l'analyse des cycles de vie des objets dont on parle, si on veut être sérieux quand on regarde la question du carbone, sinon on raconte pas mal d'âneries en fait, si on remonte pas l'ensemble de la chaîne. Donc ça fait partie des sujets assez fondamentaux que d'être capable d'intégrer, y compris tout l'amont et tout le carbone émis en amont lié aux chaînes d'approvisionnement jusqu'aux métaux premiers et aux matières premières. Donc oui, c'est pris en compte. Oui, ça doit l'être et de manière extrêmement claire et précise. Après, s'il y avait un enjeu qui était caché dans la question autour de la rareté de ces objets-là, ça c'est un sujet. Moi, ça fait
15 ans ou 20 ans, j'entends parler qu'il y aurait un espèce de problème de métaux rares sur les batteries ou sur les technologies renouvelables, notamment les têtes de turbines, d'éoliennes, ce genre de trucs. Bon, et pour l'instant, malgré le développement à marche forcée, on n'a toujours pas vu si ça allait vraiment être un sujet ou pas. Il y a l'enjeu de la recyclabilité en plus après qui se pose, de récupérer ces métaux rares parce qu'ils sont quand même, ils ont de la valeur. Notamment tout ce qui est batterie, après des usages de véhicules, etc. On a encore 80%, 70% d'énergie réutilisable dans les batteries. Donc, comment est-ce que créer ces filières-là, etc. Ça c'est encore en train de maturer. Je dirais que c'est pas à maturité. Mais j'ai pas vu, moi, encore vraiment de shortage d'approvisionnement, voilà, dont on parle depuis très longtemps. Donc, en tout cas, on prend bien en compte sous l'angle carbone les chaînes de valeur.